Elle voulait simplement vivre, être libre, aimer et être aimée. Elle s'appelait Samia Shahid et elle restera à jamais dans nos cœurs. Aujourd'hui, on va découvrir le terrible destin de Samia Shahid. Cette jeune femme est une victime d'une catégorie de crimes vraiment abjects. C'est un sujet qu'on a déjà vu dans d'autres affaires. Il s'agit bien évidemment du crime d'honneur. Il y a certaines régions dans le monde où les crimes d'honneur sont plus présents. Le Pendjab, qui est une province du Pakistan où est originaire Samia Shahid, bat malheureusement des records dans cette catégorie. Il faut savoir qu'en 2020, le Pakistan était considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde, et plus précisément pour la sécurité des femmes. D'après un recensement de la Human Rights Commission of Pakistan, plus de 1000 femmes y sont tuées chaque année au nom de l'honneur. Sur ce, après cette petite intro qui nous donne un aperçu de ce qui nous attend, recentrons-nous maintenant sur l'histoire de Samia Shahid. Mais qui est Samia Shahid ? Eh bien, c'est une jeune citoyenne britannique, née en 1987 à Bradford. Sa famille est originaire de Pandori, qui est un village du Pendjab au nord-est du Pakistan. Elle a une enfance tout à fait sereine et normale en Angleterre. C'est une petite fille qui adore sa famille et qui est très proche de son papa. Elle fait partie d'une grande famille. Sa mère a 5 frères et donc plein de tantes, de cousins, de cousines, etc. C'était une famille plutôt aisée. Ils possèdent une société de location de véhicules, donc financièrement, ça allait. Samia est décrite par tous comme étant très gentille, douce, marrante et surtout très belle. Elle est thérapeute et adore conduire, surtout des voitures décapotables, pour se sentir libre et vivante. Lorsqu'elle était étudiante, elle n'a jamais eu besoin de faire de job étudiant pour s'acheter ce qu'elle veut. C'est ce qu'on peut appeler une fille à papa. Elle était gâtée et avait à peu près ce qu'elle voulait. Son amour et son attachement pour son père n'ont pas changé avec le temps. Au contraire, elle disait à ses amis qu'elle adorait son père et qu'elle ferait tout pour lui. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a accepté la proposition que vont lui faire ses parents et qui deviendra la pire décision de toute sa vie. En février 2012, alors qu'elle a 25 ans et qu'elle mène une vie de jeune femme libre et épanouie, ses parents vont lui proposer un mariage arrangé avec son cousin Shakil. Elle a toujours considéré Shakil comme son frère, car ils se connaissent depuis le plus jeune âge. Mais cette proposition vient de ses parents, qu'elle aime plus que tout, et elle part du principe qu'ils ne lui veulent que du bien, donc elle accepte. Au moment où elle accepte, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son père a fait une sorte d'arrangement avec son cousin Shakil. Il pourra venir en Angleterre s'il épouse Samia, et donc avoir les papiers britanniques. Donc là, clairement, on a un père qui utilise sa fille pour un arrangement et qui ne pense pas au bien-être de son enfant. C'est tellement triste de voir ça, ne pas se soucier du bonheur de son enfant, ni même savoir si elle est amoureuse finalement. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre comme comportement. Parfois j'ai l'impression que les gens ne se mettent jamais à la place des autres, c'est un truc de fou. Enfin bon, ça commence déjà très fort. Elle va donc se marier avec son cousin, comme cela se fait souvent dans la tradition pakistanaise. Pour info, son père et sa mère sont eux-mêmes cousins. Shakil est un jeune homme qui vit dans leur village au Pakistan. Donc là, on imagine bien que leur mode de vie et leur mentalité sont déjà très différentes. De plus, physiquement, elle est beaucoup plus belle que lui. Bien qu'elle ait accepté ce mariage sans subir de pression de la part de ses parents, Samia n'est pas heureuse, car après tout, elle a accepté uniquement pour faire plaisir à sa famille, pour qu'il ne soit pas humilié auprès des autres membres de la famille et de la communauté. Durant les préparatifs du mariage, elle est vraiment gâtée par ses parents. Ils l'emmènent partout pour lui acheter tout ce qu'elle veut. De beaux saris, qui est la tenue traditionnelle des femmes en Inde et au Pakistan, des bijoux, etc. Mais tout ça ne suffira pas à la rendre heureuse. Le 18 février 2012, c'est le jour du grand départ pour Samia. Elle doit se rendre au Pakistan, et sur le chemin pour l'aéroport, elle a littéralement le cœur brisé. Et n'en revient pas qu'elle va vraiment prendre l'avion pour aller se marier au Pakistan. Elle s'apprête à quitter sa ville, ses amis, ses repères pour un homme qu'elle n'a pas choisi. Dès son atterrissage, elle raconte tout à l'une de ses meilleures amies de Bradford qui s'appelle Samaira. Elle s'envoie continuellement des messages et s'appelle beaucoup. Samia lui raconte tout dans les moindres détails. Elle avait besoin de se confier et ça se comprend après de tels changements. Après la cérémonie du mariage, Samia et Shakil se sont installés dans la maison que le père de Samia a fait construire pour eux au village. La famille de Samia la laisse donc seule avec son nouveau mari et retourne au Royaume-Uni. Arrivé chez eux, le père de Samia commence à entreprendre des démarches pour que Shakil puisse venir à Bradford avec Samia. Étant une très gentille jeune femme, Samia fait son maximum pour que ce mariage fonctionne, ce qui donne l'illusion aux familles qu'elle est heureuse, alors que ce n'était pas du tout le cas. Comme je le disais, elle n'est absolument pas heureuse.
Elle fait juste bonne figure en espérant qu'elle finira peut-être par être heureuse. Mais malheureusement, le bonheur ne viendra pas. Malgré ses efforts, sa vie avec Shaquille ne se passe pas bien. Ils ne viennent pas du même monde, il est dur et oppressant avec elle. Elle qui a toujours été libre et choyée, c'est une ambiance à laquelle elle ne peut pas s'acclimater. En juin 2012, Samia retourne au Royaume-Uni. Elle est seule pour faire les démarches pour le visa de Shaquille. Elle retourne donc dans la maison de ses parents, à Bradford. À son retour, elle se confie à son amie Sameira pour lui dire qu'elle n'est pas heureuse. Au contraire, elle est tout le temps triste depuis qu'elle s'est mariée. Samia dit à son amie qu'elle est en pleine dépression et que le fait de s'être mariée est en train de la tuer. Son amie Sameira lui demande si elle envisage de rester avec son mari, car selon elle, elle ne pourra pas jouer la comédie de la femme heureuse toute sa vie. Et elle avait raison, tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un que tu n'apprécies pas. C'est pas possible. Malgré tout ça, Samia n'envisage pas de raconter tout ce qu'elle vit à ses parents, et encore moins de leur parler de divorce. Elle connaît le poids des traditions, et sait très bien que l'honneur de sa famille repose sur ses épaules. C'est très triste, mais dans une note vocale, elle disait même à son amie qu'elle voulait mourir, et qu'elle demande dans ses prières de mettre fin à ses jours. Mesquina, ça fait de la peine de voir quelqu'un dans cette situation. Et dire qu'il y en a tellement qui doivent vivre ça, c'est juste terrible. Enfin bref. Le temps que les démarches administratives progressent, elle reprend tranquillement sa vie au Royaume-Uni. Au moins pour le moment, elle est à Bradford, sans son mari. Un an plus tard, alors qu'elle est au restaurant avec des amis, Samia fait la connaissance de Mukhtar Kazim. Mukhtar Kazim est un charmant jeune homme originaire du Pakistan, mais qui vit et travaille à Dubaï. Au cours de ce dîner, ils discutent beaucoup et finissent par vraiment sympathiser. De là, ils vont rester en contact, et de ça va naître une très belle amitié. Depuis ce dîner, ils discutent et s'envoient régulièrement des messages. En octobre 2013, Samia rencontre secrètement Mukhtar à Londres. Ils se baladent à Piccadilly Circus, passent une magnifique journée au point où ils ne veulent plus se quitter. Mukhtar ne laisse pas Samia indifférente, et Samia plaît beaucoup à Mukhtar. C'est une sorte d'évidence entre eux, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mukhtar représente l'homme parfait dont Samia a toujours rêvé, c'est un vrai gentleman. Et pour Mukhtar, Samia est également la femme dont il a toujours rêvé. Après ce rendez-vous qui marque le début de leur histoire d'amour, Samia va se transformer. Ça faisait tellement longtemps que son amie Sameira n'avait pas vu Samia aussi heureuse. Elle était très contente pour elle. Entre-temps, Mukhtar repart à Dubaï, car c'est là-bas qu'il vit. Mais il revient de plus en plus souvent à Bradford et à Londres. Un jour, il prend son courage à deux mains, et il lui dit qu'il l'aime plus que tout et qu'il veut l'épouser. Et là, Samia va lui répondre que c'est exactement ce qu'elle veut aussi. Le seul problème, et c'est un problème de taille, c'est qu'elle était toujours mariée à Shaquille. Mukhtar est au courant de toute l'histoire, mais il ne désespère pas. Il sait qu'ils trouveront une solution pour libérer Samia de ce mariage arrangé. Entre-temps, il faut savoir que la demande de visa de Shaquille a été rejetée, ce qui implique que Samia allait devoir retourner au Pakistan pour rester avec son mari Shaquille. Mais pour elle, il en était hors de question. Alors Samia va appeler Shaquille pour lui demander de divorcer. Mais lui, il va dire non. Il n'envisage absolument pas de la divorcer. Elle va donc secrètement rencontrer un imam de Bradford, à qui elle va raconter son histoire, et qui accepte de l'aider à divorcer selon la loi de la charia. Il s'agit de la loi islamique, car au Pakistan, la majorité des habitants sont musulmans. Le 1er mai 2014, l'imam annonce à Samia qu'elle est bien divorcée. Et tout ça est fait sans que sa famille soit au courant, car évidemment, tout ça s'est fait en secret. Il faut aussi savoir que le divorce selon la loi de la charia, la loi islamique, n'est pas valide selon la loi britannique. Dès qu'elle a obtenu le papier du divorce, elle va directement appeler Mukhtar, qui était à Dubaï, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour eux, Samia est désormais libre, et ils vont enfin vivre leur histoire d'amour. Le 7 septembre 2014, ils organisent un mariage secret avec Mukhtar, où il y aura le Rami et la famille de Mukhtar. C'est Sameira qui s'occupera de la maquiller et de la coiffer. Ce jour-là, Samia est juste magnifique. Elle est tellement heureuse, elle est belle et lumineuse dans son sari rouge, avec son henné sur les mains. La suite du plan est maintenant qu'elle parte rejoindre Mukhtar à Dubaï, pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble. Mais un jour, en octobre 2014, il va se passer quelque chose. Alors qu'elle marchait dans la rue avec sa cousine, elle se fait violemment attaquer. Une personne a sauté sur elle avec une barre de fer et l'a rouée de coups. Mais personne ne touche à sa cousine, donc on peut supposer que c'est une attaque ciblée. Qui a attaqué et battu Samia en pleine rue? Peut-être que quelqu'un est au courant de la relation qu'elle a avec Mukhtar et de son mariage? Ici, on peut se poser pas mal de questions. C'était très inquiétant. Elle part à l'hôpital et avertit la police, mais sa famille ne va pas la rejoindre.
ce qui laisse un peu plus supposer que cette attaque n'avait rien d'hasardeux. Désormais, Mokhtar doit retourner à Dubaï pour le travail et Samia doit rester à Bradford jusqu'à ce qu'elle obtienne un visa pour le rejoindre. Malheureusement pour elle, sa famille va comprendre ce qui se passe. Et comme vous pouvez vous en douter, ils vont très mal le prendre. Elle est contrainte d'appeler la police, sa mère est hystérique. Toute sa famille commence à entendre parler de cette histoire. Elle devient prisonnière dans la maison de ses parents. Et encore, ils ne savent pas tout de l'histoire. Ils ont juste quelques informations, comme le fait qu'elle ait demandé Shakil de la divorcer. Imaginez à ce moment-là s'ils avaient tout découvert. Sous la colère, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle aurait pu subir. Déjà que là c'est très inquiétant et qu'ils sont déjà très énervés, alors j'imagine même pas. Grâce à ses amis qui l'ont toujours soutenue et aidée, elle arrive à obtenir son billet et son passeport. En mai 2015, elle s'enfuit de la maison et se rend à l'aéroport direction Dubaï. Dès le premier jour, elle a littéralement adoré Dubaï. Mokhtar l'emmène visiter les moindres endroits. Et elle, avec son téléphone, elle va envoyer plein de vidéos de son voyage sur Snapchat. À ce moment, Samia n'a jamais été aussi heureuse et elle n'avait qu'un rêve, avoir un bébé. Elle était pressée d'être maman et de pouvoir s'épanouir. Mais malgré la vie de rêve qu'elle vit à Dubaï, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Samia est une jeune femme qui a toujours aimé ses parents et elle a au fond d'elle la forte envie de leur présenter ses excuses et d'obtenir leur pardon. Elle demande même à Sameira d'essayer de lui envoyer une photo de ses parents si elle est amenée à les voir. Elle reste donc en contact avec sa famille quand elle est à Dubaï. Elle cherche vraiment leur pardon et elle fait tout pour ça. Elle avait besoin de la bénédiction de ses parents, mais son père, lui, refuse de lui parler. Mokhtar a également essayé de se faire accepter dans la famille. Il supplie littéralement le père qui n'a qu'une seule réponse à chaque fois. « Quitte-la, quitte ma fille !» En septembre 2015, Samia se rend à Bradford pour voir sa famille. Une fois dans la maison familiale, la mère fait rencontrer le père et sa fille. Le père pleure beaucoup et Samia l'embrasse et lui demande pardon. Il est sur le point de lui pardonner, mais ses tantes sont également présentes. Et elle encourage le père à rejeter sa fille et de ne pas lui pardonner. C'est quel genre de tante ça, sérieux? Bah, vive la famille. Non mais, ça fait tellement peur ce genre de réaction. Soyez de son côté la pauvre, mskina. Elle est seule, elle est... Ah, c'était des jalouses, c'est pas possible. Non là, franchement, c'est trop. Même son sang, ses tantes vont lui cracher dessus. Enfin bref. Et son père, qui en réalité voulait la pardonner, écoute les tantes et rejette sa fille. Il choisit la réputation et son honneur plutôt que l'amour qu'il portait à son enfant. Après cette rencontre, Samia comprend que c'est fini. Ses parents ne veulent plus d'elle. Ils l'ont rejetée et ne verront probablement jamais leurs petits-enfants, et cela lui brise le cœur. 10 mois plus tard, à Dubaï, Samia reçoit un appel du Pakistan. Son ex-belle-mère, la mère de Shakil, est décédée, ce qui affecte Samia car elle l'aimait beaucoup. Dès lors, Samia se demande si elle ne devrait pas se rendre au Pakistan pour les funérailles. Mais Mokhtar pense que ce serait beaucoup trop dangereux pour elle. Durant cette période de réflexion, si elle devait s'y rendre ou non, elle reçoit de nouveaux appels du Pakistan. Ses parents y sont actuellement présents pour assister aux funérailles et son père est tombé malade. Il a des problèmes de tension artérielle et il peut également mourir d'un moment à l'autre, ce qui finit par la convaincre qu'elle doit partir au Pakistan. Ses parents lui manquent, son père est malade. Malgré le risque, comment ne pas y aller? Mais il y a aussi un détail, Shakil, son ex-mari, l'a appelé en pleurant. Durant l'appel, il était comme devenu fou et on le sentait dépassé par la situation. Avec tout ça, tous ces appels, Samia comprend que c'est un vrai risque pour elle de se rendre au Pakistan. Et ses amis lui disent qu'elle est folle, qu'elle ne doit pas partir. Mais elle n'a qu'une idée en tête, rejoindre son père malade, qu'elle aime tant. Et comment lui en vouloir? C'était son père après tout. Elle prend donc un billet pour le Pakistan, et bien que son mari Mokhtar soit terrorisé à l'idée de la laisser partir, il ne peut pas l'empêcher d'aller voir son père, qui est peut-être mourant. À l'aéroport, il la prend dans ses bras, et elle lui dit pour le rassurer « Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien ». Il ne le savait pas encore, mais c'était réellement la dernière fois qu'ils se voyaient. Dans l'avion, elle a comme un pressentiment et envoie un message à Sameira. « Prie pour que je revienne en vie le 21 juillet ». Samia arrive au Pakistan le 14 juillet 2016. Elle passe la première nuit dans la maison d'amis où elle cache son passeport et son billet retour car elle a peur que sa famille les lui confisque. Elle envoie des messages à Mokhtar où elle indique qu'elle partira au village le lendemain matin car ce n'était pas prudent d'y aller le soir. Cette nuit-là, elle allait rester avec des amis. Le 15 juillet, elle se rend donc au village. Elle n'a plus internet donc il sera très difficile de la joindre. Le 16 juillet, elle envoie un message à Mokhtar où elle lui dit qu'elle va se rendre sur la tombe de sa tante avec son père et qu'ensuite elle va rentrer. Le soir, ils se souhaitent bonne nuit par message avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver dans quelques jours.
Le 19 juillet 2016, Samia se réveille et elle envoie un message à Mukhtar qui lui répond par message qu'il a mal dormi. Il a fait un horrible cauchemar. Samia lui demande quel était ce cauchemar. Il lui répond qu'il ne sait plus, mais qu'il s'est réveillé choqué. Elle lui demande alors de prier pour elle, pour qu'elle rentre saine et sauve à Dubaï. Le 20 juillet 2016, Samia se réveille très tôt. À 6 heures, elle n'arrive déjà plus à dormir. Mais c'est peut-être l'angoisse de voyager le lendemain pour rentrer à Dubaï, et aussi la peur que tout ne se passe pas comme prévu. Aux alentours de midi, elle envoie un message à Mukhtar. « Je vais au bazar faire quelques achats pour le dîner de ce soir. Je décolle demain, et j'espère que tout ira bien, Inch'Allah. » Suite à ces messages, Mukhtar essaie de la joindre sans succès à 15h02 et il écrit le message suivant. « Pourquoi ton téléphone est éteint ? Je suis super inquiet, appelle-moi quand tu peux. » Il n'a malheureusement aucune réponse. À 17h22, il envoie un nouveau message. « Je suis inquiet, texte-moi aussi vite que possible. » Mais là encore, il n'aura aucune réponse. 17h59 exactement, il envoie ce SMS. « Je suis mort d'inquiétude. Maintenant si tu lis ça, trouve un moyen de me contacter très vite. » Malheureusement, là aussi, il n'aura aucune réponse. Par cette chaude journée de juillet, au milieu de l'après-midi, le policier Mohamed Navid du commissariat de Mangla Kant reçoit un appel d'une personne qui pleure. Cette personne va lui dire « Ma fille est morte, ma fille est morte !» Il dit qu'il s'appelle Shahid, du village de Pandori. Quelques instants plus tard, les policiers arrivent à la maison des Shahid, au village de Pandori. Et là-bas, ils font une macabre découverte. Le corps de Samia est là, sans vie, au pied de l'escalier. Le chef de la police, Mujahid Akbar Khan, s'est rendu en personne sur le lieu du crime. Le père de Samia l'a accueilli en disant que sa fille vivait ici avec son mari Shakil et qu'il était là quand sa fille s'est effondrée au pied de l'escalier. Il a également dit qu'il ne savait pas où était Shakil et que personne ne l'avait vu. Toutes ces informations, la police va trouver ça vraiment étrange et suspect. La police explique par la suite que Shakil s'est enfui et s'est caché. Une autopsie a été effectuée et le corps de Samia a été enterré le jour même. Pendant ce temps, Mukhtar est littéralement mort d'inquiétude à Dubaï, car il n'a plus de nouvelles de sa femme malgré ses appels et ses messages. Rien, aucune réponse. Il finit par écrire à la sœur de Samia qui ne lui répond pas. À 22h, son téléphone sonne enfin. Il prend le téléphone, heureux d'avoir enfin des nouvelles, mais malheureusement, ce qu'il va entendre est horrible. La cousine de Samia vient de lui annoncer qu'elle est morte d'une crise cardiaque. D'une crise cardiaque. Eh oh, on n'est pas dupe. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Mais il fallait inventer un truc plus crédible. Une crise cardiaque. Quand il entend ça, le premier instinct de Mukhtar, c'est qu'elle n'est pas morte. C'était juste inconcevable pour lui. Pas plus tard qu'hier, il s'envoyait des messages. C'était impossible. Pour lui, ils ont pris ses papiers et son passeport, et il veut juste la séquestrer et lui faire croire qu'elle est morte. En tout cas, il veut croire qu'elle n'est pas morte. Il prend un avion pour le Pakistan, et 3 jours après le décès de Samia, il arrive au commissariat de la police pour essayer de comprendre ce qui se passe. Lui, ce qu'il voulait, c'était retourner à Dubaï avec sa femme. Il n'accepte pas l'idée qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais malheureusement, la police lui confirme que Samia est bien décédée. Mukhtar explique que Samia est son épouse. Il leur montre des photos de leur mariage, etc. Il refuse de croire l'explication de la mort naturelle et leur demande où est son cousin Shakil. Là, pour la police, tout change. Ils sont en train d'avoir une toute autre version. On leur avait quand même dit que Samia vivait au village avec son mari Shakil, alors que ce n'était plus du tout le cas. Et le fait que Shakil ait disparu après sa mort, plus tous les éléments apportés par Mukhtar, place Shakil en suspect numéro 1 pour assassinat. Donc là on passe d'une mort naturelle à un assassinat. Et encore plus qu'un assassinat, un crime d'honneur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les médias nationaux s'emparent de l'histoire qui entoure la mystérieuse mort de Samia. Et cette histoire va même traverser les frontières et être saisie par la BBC, car Samia est une citoyenne britannique. Lors d'une interview du père de Samia par la BBC, celui-ci va mentir et nier connaître l'existence de Mukhtar. Il dit qu'il s'est rendu à la maison de sa fille à Pandori et qu'il a trouvé le corps sans vie de sa fille et que l'autopsie a indiqué qu'il n'y a eu aucun signe de violence sur son corps. Il dit également vouloir savoir ce qui est arrivé à sa fille. Il insiste en disant qu'il ne connaît aucun Mukhtar et que sa fille était mariée à Shakil et qu'ils étaient heureux ensemble, qu'elle était venue pour les funérailles de sa tante et qu'ensuite elle est morte. Et aussi que Mukhtar Kazim est juste un imposteur, qu'il a acheté de fausses preuves et de faux documents. Ah oui, on en est là, à ce point. Ce que je me demande ici, est-ce qu'ils ont vraiment aimé leur fille pour mentir à ce point ? Mskina, je le dis souvent, mais dans cette histoire, la pauvre, elle fait vraiment de la peine. Je ne souhaite à personne ce qu'elle a pu vivre au sérieux.
La police et les autorités britanniques se saisissent de l'histoire, et pour eux, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'un meurtre. Après 8 jours, Shaquille est réapparu et il a été auditionné, ainsi que le père de Samia. Shaquille et le père de Samia vont nier et ne passent pas aux aveux. Cependant, l'enquête indique que le plan initial était d'empêcher Samia de repartir en lui prenant son passeport et son billet. Mais comme il ne les trouvait pas, Shaquille serait parti la retrouver dans sa chambre et lui aurait dit qu'elle allait rester avec lui. Face à son refus et pris de colère, il a commencé à la violer. Et quand il a fini, elle s'est relevée et s'est mise à hurler et voulait s'enfuir en courant. Quand il a vu ça, il a attrapé son foulard et l'a étranglée jusqu'à la tuer. La police pakistanaise a été réprimandée, car elle avait des preuves évidentes du décès par asphyxie ainsi que du viol, mais ils n'ont rien dit. Ils ont préféré dire qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Le père de Samia et Shaquille ont été arrêtés, mais les deux ont nié toute responsabilité concernant la mort de Samia. Le père a ensuite été libéré, faute de preuves, et il est mort depuis. Concernant Shaquille, aux dernières nouvelles, il aurait été libéré en septembre 2018. Tout ça parce que l'affaire n'a pas évolué, et aussi le fait qu'il persiste à nier. Il aurait indiqué qu'il envisageait partir vivre au Royaume-Uni avec sa nouvelle épouse. Nous nous retrouvons pour notre deuxième affaire en Iran. Et là encore, je vais vous faire une petite immersion histoire de se plonger dans le contexte. L'Iran est l'un des pays considérés comme un des berceaux de la civilisation. Il s'agit du premier pays du Moyen-Orient ayant connu une révolution, entraînant par la suite l'instauration d'une constitution. Cet événement, la révolution constitutionnelle persane, se déroule de 1905 à 1911. Le pays, auparavant une monarchie, aura désormais un parlement et se modernisera au fur et à mesure des années. L'Empire perse prendra le nom de l'Empire d'Iran en 1935. Le pays n'est malheureusement pas stable politiquement pendant la première moitié du XXe siècle. L'événement marquant de l'Iran, connu dans le monde entier, est la révolution de 1979. Le pays, qui rencontre de nombreux bouleversements politiques et gouvernementaux depuis plusieurs années, devient une république islamique. L'Iran est désormais un pays conservateur et la religion a plus d'importance. La vie des Iraniens change drastiquement et la charia régit leur vie. Les femmes perdent progressivement leurs droits, devant désormais suivre les règles strictes, que ce soit au sein de leur foyer ou en extérieur. Ces règles prennent en compte à la fois le comportement des femmes ainsi que leur tenue vestimentaire. Elles sont la possession de l'homme qui a désormais tout pouvoir sur la femme, qu'elle soit leur épouse ou fille. Les filles peuvent par ailleurs être mariées à un jeune âge, parfois même à l'entrée de l'adolescence. Si les mentalités ont énormément évolué avec le temps, je préférais tout de même faire un rapide contexte de l'histoire du pays avant de parler de Mona Haydari. En effet, le pays a connu de nombreux bouleversements politiques et culturels au cours du siècle dernier pour en arriver à aujourd'hui. Après cette petite introduction, on va pouvoir enfin commencer sur notre sujet. Mais avant sa petite parenthèse, quand on regarde le gouvernement de ce pays, il en est pour beaucoup suite à cette histoire. Quand on regarde les lois de près, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pas normal de voir certaines choses et surtout de nos jours. C'est juste inimaginable. Chacun est libre de faire ses propres choix et notamment par rapport à sa religion. Ce qui m'énerve un peu ici, c'est qu'on pourrait être amené à mélanger un peu tout. C'est un peu un bourbier quand on regarde ça de loin. Religion, État, tradition, le mélange est totalement mal géré et ça peut porter à confusion. Enfin bref, le plus important, c'est de laisser chacun être libre de faire ce qu'il souhaite. Et ce peu importe le pays où il se trouve. Bref, focus sur notre histoire. Razaleh Haydari, que l'on nomme plus familièrement Mona, est née le 24 décembre 2004. C'est une jeune fille de 17 ans au moment des faits, en début d'année 2022. Nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant son enfance ni au sujet de sa famille. La jeune fille est mariée très jeune à un cousin, Sajad Haydari, à l'âge de 12 ans. L'époux, quant à lui, est âgé de 16 ans. Mona donne naissance à un petit garçon, soit 2 ans plus tard, à 14 ans. Elle a été mariée jeune et a connu la maternité jeune. J'aimerais que vous vous rendiez compte de la situation de Mona. Nous sommes dans une histoire récente. Mona a été mariée à son cousin en 2016 ou 2017, c'était presque hier. Remettez-vous dans votre propre situation lors de ces années-ci. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo étiez peut-être de jeunes adultes à ce moment-là, ou peut-être pour certains, des mineurs. Je trouve ça quand même fou que des enfants se voient unis. Que ce soit entre eux ou avec des personnes adultes, c'est complètement dingue. À cet âge-là, c'est du n'importe quoi. Elle vient tout juste de rentrer à peine dans l'adolescence et hop, mariée.
n'importe quoi. La vie de Mona est loin d'être rose au sein du foyer. Si les photos que nous pouvons retrouver d'elle dans la presse laissent apparaître une jeune femme souriante et lumineuse, elle cache ce qu'elle subit. Le mari de Mona n'hésite pas à user de violence à l'égard de son épouse. Un comité iranien des défenses des femmes, le Women's Committee NCRI, aurait indiqué que Mona avait demandé le divorce à plusieurs reprises, mais que sa famille la manipulait pour qu'elle change d'avis. Suite à ça, la jeune femme abandonnera la procédure. Ici, il y a un truc que je comprends pas. Quand une personne souhaite divorcer, elle amène des arguments pour appuyer son intention. Le manque ou la dissipation des sentiments amoureux, des comportements non adéquats, voire violents dans le quotidien, des différends divers et variés. Je ne sais pas si la jeune femme avait parlé de violences subies de la part de son mari au départ, ce qu'elle pouvait vivre et dire à quel point ses parents pouvaient être aussi oppressants. Je trouve ça quand même très triste de ne pas l'aider alors qu'elle vient se plaindre. Mona a été mariée à un jeune homme, elle souhaite se séparer de lui et elle réitère cette demande plusieurs fois, mais toujours rien. Pourquoi ses parents n'ont rien fait pour la soutenir? Est-ce qu'ils ne croyaient pas leur fille au sujet des violences? Est-ce qu'ils avaient peur du divorce, que ce soit la honte pour eux? C'est un mystère pour moi. Beaucoup trop de questions qu'on se pose encore ici. Mona décide de fuir les violences de son mari et se réfugie en Turquie au cours de l'année 2021. Dans ce nouveau pays, la situation est compliquée pour elle. Elle est sans ressources et ses parents ainsi que son oncle font tout pour la faire revenir. Ils lui promettent que la situation sera différente à son retour, que les violences domestiques cesseront et que son fils a besoin d'elle. Ici, on voit très bien qu'ils essaient de la prendre par les sentiments, surtout quand ils parlent de son fils. Ils étaient très malins et beaucoup dans le vice, et malheureusement, elle va succomber. Mona retourne auprès de sa famille sans savoir le sort qu'on lui réserve. Cependant, les articles de presse ne déterminent pas vraiment la raison du retour de la jeune femme. Mona aurait fait la connaissance d'un homme d'origine syrienne par le biais d'Instagram. L'homme résidait apparemment en Turquie, mais je ne sais pas si Mona l'a connu alors qu'elle se trouvait dans le pays, ou si elle était encore en Iran. En tout cas, Sajjad l'apprendra et ça le mettra en colère. Il envisage directement que son épouse l'a trompé. Pour lui, c'était clair et net. Mona l'avait trompé. D'après un article du site Les Observateurs, la jeune femme aurait été maltraitée par cette nouvelle connaissance en Turquie. Meskina, à ce stade, elle avait doublement pas de chance. Déjà que dans son pays, c'était très dur. Elle va fuir son propre pays et ça se reproduit ailleurs. Elle avait vraiment pas de chance. Donc comme je le disais, elle aurait appelé son père à l'aide et il serait allé la chercher. Sajjad, quant à lui, aurait appris le retour de son épouse en Iran. Il l'aurait ensuite emmenée de force au domicile conjugal. Sajjad va tuer son épouse peu de temps après son retour, le 5 février 2022. Il égorge Mona pendant son sommeil, avec la complicité de son frère. Une vidéo terrible sera d'ailleurs visible sur les réseaux sociaux suite à la mort de la jeune femme. On peut y voir Sajjad se promener dans la rue, déambuler pieds nus après avoir commis son crime. On le sait car il tient dans une main la tête tranchée de Mona et dans la seconde le couteau qui lui a permis de décapiter la jeune femme. Il arbore un large sourire, ce qui est assez choquant quand on considère la barbarie de l'acte. Il a tué la mère de son fils, la femme qui avait osé le défier en le fuyant, et pire encore, qui avait fait la connaissance d'un autre homme. Les deux hommes seront arrêtés par la police iranienne. Concernant les parents de Mona, ils sont choqués par la nouvelle. En aucun cas, ils ne pensaient que Sajjad aurait commis un tel acte. Ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai lu dans un article qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation à leur beau-fils pour que Mona soit tuée. Car oui, les crimes d'honneur ne sont pas commis par les époux des femmes victimes, mais parfois par les parents eux-mêmes. Je ne sais pas ce qui me choque le plus dans ce fait, que les parents aient donné leur accord ou non, et qu'ils aient eu besoin de le justifier. Sajjad Heydari sera condamné à une peine de prison de 8 ans le 18 janvier 2023. 8 ans de prison. Le mec a commis un meurtre, il a tué sa propre femme, mais il va prendre juste 8 ans. Ainsi va la vie. Quand je vous dis que l'État, que ce soit la condamnation ou les lois, ils sont complètement barjots. T'as juste à voir la condamnation pour voir qu'il y a un gros problème. Pour détailler la condamnation, le mari de Mona doit effectuer une peine de prison de 7 ans et demi pour le meurtre et 8 mois pour agression. Et concernant son frère qui a participé en tant que complice, lui, il est condamné à 45 mois de prison, soit à peine 4 ans de prison. Encore mieux. Et le pire dans tout ça, c'est pas fini. C'est que les parents de Mona vont pardonner leur beau-fils. Ils vont pardonner leur beau-fils pour le meurtre de leur fille. Oui, vous avez bien entendu. Le pardon des parents ne devrait en aucun cas influencer la peine de prison. Mona a été tuée dans des conditions terribles.
On lui avait certifié qu'elle serait en sécurité si elle rentrait auprès de son mari. Malheureusement, personne ne l'a protégée. Ici, j'aimerais faire un point sur les articles de loi du pays où elle était. L'article 630 du Code pénal indique que si un homme surprend sa femme en état d'adultère avec un autre homme et qu'il est persuadé du consentement de celle-ci, il est fondé à les tuer tous les deux sur le champ. Il est fondé à les tuer sur le champ. Je pensais que j'avais mal lu. What the fuck? Le code civil iranien permet d'ailleurs à l'homme de consentir à plusieurs unions, ce qui peut revoir la question de l'adultère. Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Massoud Setayeshi, parlera à la presse au sujet de la peine d'incarcération de Sajjad. Le verdict qu'il renseigne aux journalistes correspond à ce que la législation iranienne préconise dans le cadre d'un meurtre. Le crime est passible de la peine de mort, mais les parents de Mona ont pardonné à Sajjad. La peine a donc été requalifiée en année de prison. Entre la peine de mort et 8 ans de prison, il y a quand même un grand fossé. Faut pas non plus abuser. Personnellement, j'aurais mis perpétuité. Parce qu'un gros malade qui arrache des têtes, voilà quoi. Donc la justice et leurs lois sont totalement à revoir. Suite à la mort de la jeune femme, des protestations se feront dans le pays pour que l'âge minimum pour le mariage des enfants soit modifié. Actuellement en Iran, les filles peuvent être mariées dès l'âge de 13 ans, ce qui n'empêche en rien des unions d'enfants plus jeunes si la justice et les parents donnent leurs accords. Des protestations s'élèveront également afin qu'une loi voie le jour pour prévenir les violences domestiques et protéger les victimes. Fatemeh Hassani, une activiste des droits des femmes, renseigne que les crimes d'honneur représentent 20% des homicides en Iran. Cette statistique n'est malheureusement pas correcte, dans les sens où les crimes dits d'honneur ne sont pas tous recensés comme tels, requalifiés en accidents ou autres. Certains drames ne sont pas du tout renseignés aux autorités. Les proches préfèrent parfois se taire et passer à autre chose. Fatemeh aura l'occasion de questionner les criminels ayant mis à mort des membres féminines de leur famille. Elle souhaitait comprendre leur motivation. Et voilà ce qu'on lui apportera comme explication. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas lever la tête dans la rue. C'est notre tradition. Nous nettoyons notre nom. Comme je le disais tout à l'heure, tout est lié à la fucking tradition. Des gens arriérés qui ne pensent qu'à se venger. Qu'est-ce que la honte ou l'honneur si c'est pour tuer ta fille ou ta femme? C'est complètement con. Désolé mais je parle mal, mais je vous jure, ce genre de situation, ça me rend ouf. Ça me rend fou. Certains de ces hommes ont même suggéré qu'ils ne voulaient pas le faire, mais que la pression sociale les poussait à agir. Si certains de ces hommes n'avaient pas été engrainés par leur entourage, ces victimes seraient encore en vie à l'heure où je vous parle. La pression sociale, la réputation sont des facteurs qui ont malheureusement une incidence sur l'acte en lui-même. C'est d'une extrême cruauté. Je sais qu'on n'a pas tous la même culture, la même vision des choses sur notre quotidien et sur notre relation avec les autres. Mais je me demande vraiment si les personnes commettant ces actes ont aimé ou apprécié une seconde réellement les victimes un jour. Normalement, t'es censé aimer et soutenir tes proches, et ce peu importe les situations. Donc c'est triste de voir tout ça. Une histoire qui finit vraiment mal pour des bêtises. Sur internet, on peut trouver quelques photos de Mona, et je tiens à souligner son merveilleux sourire quand elle était en Turquie. La jeune femme, malgré les événements qu'elle avait pu subir, les violences, etc., rayonnait. Et j'espère que ce sourire demeurera toujours dans le cœur de ceux qui l'aimaient vraiment. Notre histoire débute en Irak, le 18 février 1989. C'est à cette même date que Nour al-Maliki voit le jour. Elle est élevée sur les terres de son pays natal, au cours des 4 premières années de sa vie. Après ça, ses parents décident de s'envoler vers les États-Unis. Là-bas, ils vont s'installer d'abord dans la ville de Glendale, dans l'état de l'Arizona. Et par la suite, ils vont déménager définitivement à Phoenix, qui est une ville située dans le même état. On est à ce moment précis en 1990. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont déménagé. On n'a pas de réel motif ici. Mais peut-être que c'était pour trouver un emploi, ou une école plus intéressante pour leurs enfants, ou changer d'air tout simplement. C'est peut-être pour l'une de ces raisons qu'ils ont décidé de déménager. Ce que l'on peut tout de même noter ici, c'est que les sources confirment que malgré cette décision de résider aux États-Unis, le père de Nour, Faleh Hassan al-Maliki, demeure très attaché à son pays d'origine et aux traditions. Il est aussi attaché aux normes et aux coutumes qui y sont associées. Et tout ce que je suis en train de dire ici, il faut le prendre en considération, parce que c'est très important pour la suite de notre histoire. Lors de son adolescence, Nour intègre la Desert High School dans la ville de El Mirage. Parmi les objectifs des programmes offerts par cette école, on note des formations permettant des gestions d'entreprise, d'entrepreneuriat.
Mais il y avait aussi des domaines plus artistiques, tels que l'art et la photographie digitale et le développement d'expertise dans les équipements de studio. Nour est décrite par les autres étudiants qui la côtoyaient comme une jeune femme aimante. Selon eux, elle avait toujours le mot pour rire ou donner le sourire à ceux qui l'entouraient et elle n'avait aucun mal à se faire de nouveaux amis. Parmi ses passions et ses intérêts, Nour a su s'intégrer au sein de la communauté américaine et sans trop de difficultés. Elle se passionnait pour le tennis qu'elle pratiquait au sein même de son milieu d'études. D'ailleurs, le tennis, j'aime beaucoup ça pour ceux qui me suivraient sur Instagram. Bref, et quand Nour avait un peu de temps libre, elle adorait se détendre en regardant sa série télévisée préférée intitulée Heroes. D'ailleurs, je suis curieux, quelle est votre série préférée à vous? Dites-moi. Moi en ce moment c'est Black Mirror, je viens de me taper la dernière saison et autant vous dire qu'elle est... Elle est incroyable, franchement j'ai kiffé les premiers épisodes. Et je suis pas en train de faire leur promo, mais faut dire ce qui est, Black Mirror, c'est des ouf, c'est vraiment une très bonne série et franchement je vous la conseille sur Netflix. Petit Netflix, grosse bouffe, rien de mieux après une journée bien chargée. Et d'ailleurs en parlant de bouffe, on raconte que Nour appréciait particulièrement celle que l'on sert dans la chaîne de restauration Chipotle. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Chipotle est particulièrement populaire en Amérique du Nord. On y sert de la bonne bouffe mexicaine et autant vous dire que ça donne faim putain. Comme une petite envie de guacamole. Bref, on se concentre. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, Nour tenait particulièrement à s'exprimer par son propre style vestimentaire. Elle affectionnait notamment les vêtements de la boutique Forever 21. En gros, c'est un magasin où tu peux trouver plein de vêtements pour jeunes adolescents et adultes. Plutôt coquette, elle adorait porter des jeans noirs, des sandales avec un style chic et ornemental et des hauts légers. Nour était une jeune fille américaine fière d'elle-même et de ses performances sportives et académiques. Toutefois, ses camarades de classe ne se doutaient à aucun moment qu'une fois entrée au sein de son foyer familial, l'ambiance était tout autre, malgré la joie de vivre qu'avait la jeune femme. En effet, une fois ses journées de cours terminées, Nour devait s'occuper de ses 6 frères et sœurs, et de son père qui se montrait particulièrement dominant et contrôlant envers elle. Il épiait ses moindres faits et gestes, et il n'approuvait pas du tout le style vestimentaire de sa fille ni ses loisirs. Il s'opposait catégoriquement à ce qu'elle se socialise avec d'autres jeunes hommes de son entourage. Il méprisait d'ailleurs sa présence sur les réseaux sociaux. D'après lui, ça n'avait pas lieu d'être. À cette époque, Nour était très active sur MySpace. Là-bas, elle publiait des photos d'elle-même et discutait avec d'autres connaissances et partageait quelques blogs ou anecdotes. Apparemment, son père insistait beaucoup sur le fait que sa fille, maintenant âgée de 16 ans, doit se plier aux règles. En gros, soit il lui obéit, soit il va lui infliger de sévères punitions physiques. Et au passage, si je ne mentionne pas beaucoup la présence de la mère de Nour, c'est qu'on n'a pas grand-chose à son sujet. Son nom ne semble pas avoir été divulgué, elle est très discrète dans cette affaire. Peut-être qu'elle se sentait également menacée par son mari, qui peut-être lui imposait à elle aussi des règles et des menaces. Malgré ce contexte familial houleux, nous pouvons déduire que Nour a tout de même su très bien performer lors de son parcours scolaire. Elle obtient son diplôme avec succès et ça, c'est très très beau. Tu te dis, malgré les problèmes qu'il y a chez elle, la difficulté de vivre dans un toit où tout est très très compliqué, elle reste focus et elle est toujours rêveuse. Et ça, je trouve ça formidable. Très studieuse et motivée dans sa formation académique, elle entreprend de poursuivre ses études au Glendale Community College. Elle rêvait de devenir enseignante, en plus de vivre l'amour et de mener sa propre vie professionnelle et sociale de façon entièrement indépendante. Nour était une jeune femme déterminée de bâtir sa propre vie dont elle rêvait. Elle ne comptait absolument pas suivre la dictature de son père. Mais le train de vie que mène Nour ne va pas du tout plaire à son père. Lui, il avait déjà tout prévu et il fallait que ça aille dans son sens. Il avait prévu d'organiser un mariage entre sa fille et l'un de ses cousins qui demeure toujours en Irak, son pays d'origine. Par ailleurs, Nour subit constamment des reproches de la part de son père concernant son apparence et ses habitudes qui lui paraissent trop américaines. Faleh Hassan al-Maleki souhaitait voir en sa fille la version que lui voulait. Une fille attachée à ses origines irakiennes et selon leurs traditions. Ainsi donc, il était pour lui hors de question qu'elle fasse ses propres choix. Pour lui, ce n'était pas à elle de choisir qui elle allait épouser et qu'est-ce qu'elle allait faire dans sa vie, sa carrière. C'était lui qui allait décider, un point c'est tout. Elle n'avait pas son mot à dire. Nour est donc envoyée en Irak afin de faire la rencontre de son cousin. Mais très vite, elle décide de rentrer aux États-Unis, persuadée que cette future relation n'était pas du tout conforme à ses attentes.
Ici, il ne faut pas sous-entendre que Nour renie son pays d'origine. Rien n'indique que c'était le cas. Cependant, elle a bien grandi aux États-Unis et s'est bien intégrée à ce pays qui lui était totalement étranger lors de ses premières années de sa vie. Elle s'y sentait bien et appréciait ses connaissances, ses loisirs, ses études. Disons qu'elle n'avait aucune envie de se séparer aussi radicalement de tout ce qui a su la combler. Et ça se comprend, elle a tout fait pour réussir dans ce pays, études, amis, et du jour au lendemain, tu lui dis que tout ça c'est terminé. Imagine sa réaction. C'est totalement absurde même. Imagine que ça t'arrive à toi, qu'on t'impose tout ça. On est d'accord. Je pense que personne ne voudrait d'une vie pareille, parce qu'au fond, tu seras jamais heureux. Enfin bon, ça reste mon avis, mais je pense que beaucoup d'entre vous le partagent. Ne sachant pas comment la convaincre de suivre sa volonté, le père ainsi que le reste des membres de la famille de Nour avaient une idée derrière la tête. Ils voulaient lui faire perdre son emploi, de sorte qu'elle ne puisse plus subvenir à ses besoins par elle-même. Tout ça obligerait la pauvre jeune femme de rentrer de force dans son foyer familial. En effet, d'après ce qui est rapporté dans un article, Nour avait trouvé en 2009 son propre logement. Elle le payait seule en plus de toutes les autres dépenses secondaires, et ce dans le but de faire un pas de plus vers son indépendance. Après la perte de son emploi et de son logement, et je le rappelle à cause de sa famille, il est raconté que Nour a eu la permission de séjourner au sein du foyer d'une famille américaine d'origine irakienne. Et cette famille était en contact avec sa propre famille. C'est à ce moment qu'elle a pu faire la rencontre du fils de la famille dont l'identité n'a pas été révélée. Et tous les deux ont directement formé un couple très solide. Pour Nour, tout semble alors aller pour le mieux. Elle réussit bien ses études, elle rencontre l'amour, bref, elle est emplie de joie et d'espoir. Malheureusement, cette rencontre amoureuse ne sera pas du tout approuvée par le père de Nour, comme vous pouvez vous en douter. Mais Nour reste catégorique. Il est hors de question qu'elle retourne en Irak et qu'elle épouse son cousin. Elle voulait choisir elle-même son mari, et ça se comprend totalement. Il était hors de question qu'elle renonce à son avenir, qui s'annonce si prometteur, et pour lequel elle a travaillé et s'est battue pour l'obtenir. Malgré les menaces de son père, elle s'attache coûte que coûte à ses études et à celui qu'elle aime. Elle aurait même entrepris une démarche pour demander une ordonnance restrictive, la protégeant de sa propre famille, mais apparemment, elle aurait abandonné cette procédure. Et ici, faut pas la juger trop vite. Bien qu'elle soit pleinement consciente de l'aspect malsain entourant les volontés de son père ainsi que du reste de sa famille, ça doit être très difficile de porter plainte contre des personnes qui nous sont aussi proches, et je pense que ça peut se comprendre. Visiblement très débrouillarde, elle espérait probablement s'en sortir seule, sans causer trop de conflits et de remous supplémentaires, sachant que la situation était déjà plutôt difficile à supporter pour la pauvre jeune femme. Ici, on ne sait pas si Nour s'est mariée avec l'homme qu'elle a rencontré dans la famille après son retour d'Irak, mais on peut toutefois déduire que la relation est toujours très solide. Elle semblait très heureuse et très amoureuse de cet homme. Mais malgré toute la force dont fait preuve Nour, les choses restent on ne peut plus compliquées au sein de sa famille. Ses proches ne tolèrent ni ses choix personnels, ni son union avec le jeune homme dont elle est amoureuse. Maintenant, sans plus attendre, voyons à présent la suite de cette histoire. Et je vous préviens, la suite risque de vous choquer. Ça va être de pire en pire jusqu'à ce fameux jour. Il faut savoir que Nour est devenue très proche de la mère de celui dont elle est amoureuse. La maman se nomme Amal Khalaf. Les deux femmes, malgré la différence d'âge, vont devenir de très bonnes amies. Nour était âgée de 20 ans, alors que la mère de son copain était âgée de 43 ans. Mais ça ne les empêchait aucunement de partager de bons moments ensemble. Si bien qu'un soir, le 20 octobre 2009, les deux femmes décident d'aller déguster de bons plats mexicains non loin de leur résidence conjointe. Cette petite sortie a été planifiée après que Nour ait proposé à la mère de son copain de l'aider dans des tâches de traduction dans l'emploi qu'occupait cette dernière au département de la sécurité économique de l'Arizona. Malgré le temps brumeux et un peu frais en cette soirée d'octobre, les deux amies passaient un bon moment, mais pas pour longtemps. Elles passaient de bons moments jusqu'à ce que survienne une tragédie qui viendra court-circuiter cette soirée jusqu'ici paisible. Alors que toutes les deux marchaient à travers le parking du restaurant mexicain, elles furent surprises par un véhicule qui fonça à toute allure vers elles, les renversant toutes les deux. Le véhicule en question était un Jeep Grand Cherokee, qui est une voiture plutôt imposante et puissante. Paniquées, les deux femmes tentent de s'enfuir, et tu m'étonnes, t'as une putain de Jeep qui te fonce dessus, bordel. Donc c'était normal, elle voulait s'enfuir pour survivre. Dans le feu de l'action, la panique et la prise de décision, Amal va s'immobiliser et tenter de stopper le véhicule seulement à l'aide de sa force physique.
Elle va placer les mains devant elle et tenter d'arrêter le véhicule. Mais bien évidemment, cette tentative de défense était cause perdue. Les deux femmes vont être violemment renversées par la Jeep. Ici, les versions de l'événement du crime varient, mais sous la force de l'impact, on sait que Amal et Nour ont été violemment propulsés par le véhicule. Amal aurait heurté le pavé du parking, alors que Nour aurait été propulsé un peu plus loin de son ami. Là, vous êtes en train de vous dire qui était au bord de cette Jeep. Qui est ce fou furieux qui a foncé sur deux innocentes personnes? Qui est cet abruti sans cervelle qui fonce sur des gens? Eh bien, c'était le père de Nour, Faleh Hassan al-Maleki. Inarrêtable, il ne va pas que se contenter de heurter les deux pauvres femmes. Il va également faire une marche arrière afin d'achever pour de bon sa fille. C'est là qu'on voit à quel point c'était une véritable pourriture. Il voulait absolument mettre fin à sa vie. C'était pas juste une pulsion et lui faire du mal, non. Il voulait lui enlever la vie, tout simplement. Il voulait s'assurer de la tuer, bordel, c'est juste affreux. Selon certaines sources, le supplice aurait été si grave que Nour avait à présent le crâne et la colonne vertébrale presque réduite en bouillie. Et suite à ça, elle est immédiatement tombée dans le coma. D'autres sources mentionnent que la pauvre Nour, à la suite de cet acte odieux, a souffert d'une hémorragie crânienne, en plus de nombreuses fractures et paralysie sur l'ensemble de son corps. Amal, quant à elle, avait subi de graves blessures et fractures au niveau du bassin. Évidemment, le père de Nour ne va pas contacter les secours. Il va juste fuir comme un lâche, le plus rapidement possible. Et c'est grâce à un témoin de cette scène horrible que les secours vont être contactés. Les deux femmes sont alors rapidement prises en charge par les services médicaux. Heureusement pour Amal, elle a pu survivre à ses blessures. Mais ça ne sera pas du tout le cas pour Nour. Vu la gravité de son état, le corps médical décide de la plonger dans un coma artificiel. Entre-temps, les policiers se chargent de la surveiller, afin de veiller à ce que personne ne vienne s'interposer lors de cette procédure. Dans ce genre de cas, les policiers ont choisi de ne pas contacter la famille de Nour, et encore moins de révéler dans quel hôpital elle se trouvait, de peur que quiconque ne vienne lui faire du mal. Mais malgré toute la volonté des médecins et des policiers qui ont entrepris tous les moyens nécessaires pour sauver la pauvre jeune femme, celle-ci va mourir tristement à la suite de ses blessures qui lui ont été infligées par son propre père. Certaines sources stipulent que Nour aurait succombé à la suite d'une infection urinaire qui se serait propagée dans ses organes vitaux, notamment le cœur. Mais quoi qu'il en soit, ces blessures causées par les actes immondes de son père ont joué un rôle plus que crucial dans le décès de la jeune femme. Dans tous les cas, la pauvre Nour est décrétée décédée à la suite d'une mort cérébrale, et tous les instruments de support qui jusqu'à présent la maintenaient en vie sont déconnectés. Nour al-Maleki décède donc le 2 novembre 2009 alors qu'elle n'avait que 20 ans. Imaginez, 20 ans, seulement 20 ans. Elle avait toute la vie devant elle, Meskina, la pauvre, et on va lui arracher la vie aussi brutalement. Et le plus triste ici, et je me répète, c'est qu'il s'agit de son père, son propre sang. Ça fait vraiment de la peine. Il avait une haine si profonde envers elle, il n'a jamais voulu qu'elle soit heureuse. Il voulait tout décider pour elle. Et le fait qu'elle souhaite vivre sa propre vie l'a poussée à commettre l'irréparable. Après avoir commis cet acte odieux, le père de Nour tente à présent de s'enfuir au Mexique afin d'échapper à la justice américaine. Et qui plus est, toute la famille proche de Faleh Hassan al-Maleki ont choisi de l'aider à fuir le pays. En réalité, le Mexique étant un pays trop près des États-Unis, puisqu'ils partagent communément la même frontière, le plan était qu'une fois au Mexique, le père de Nour se cache en Angleterre, à Londres, toujours dans l'espoir de ne jamais être retrouvé et interpellé par la justice. Mais ce plan ne va pas aller jusqu'au bout, et heureusement j'ai envie de dire. Très rapidement, il est intercepté par les douanes anglaises. Faleh Hassan al-Maleki est prié de bien vouloir retourner aux États-Unis afin de subir son procès. Heureusement, le cas a été pris très sérieusement, ce qui a sans doute empêché le père de Nour de fuir tel qu'il l'espérait. Par ailleurs, selon certains avis et certaines sources, le cas du décès de Nour aurait provoqué une rapide réaction de la part de la police. Il y a eu une indignation générale parce que l'affaire aurait eu lieu aux États-Unis plutôt que dans un autre pays. C'est en tout cas ce que sous-entend Amnesty International. Il soulève encore une fois que tout crime de ce genre doit être pris au sérieux, et très rapidement. Et ce peu importe le pays où ça se déroule, que ce soit en Amérique du Nord ou dans un autre pays, c'est la même chose. Amnesty International est une organisation réputée pour sa lutte afin de préserver les droits de l'homme. Elle lutte contre toute injustice subite par des victimes innocentes telles que celles qui font face à des crimes d'honneur.
En effet, quel que soit le lieu où ces tragédies se produisent, il est important de venir en aide aux victimes le plus vite possible. Ainsi donc, le procès du père de Nour, une fois bien rentré aux États-Unis, débute le 24 janvier 2011. À ce moment, la défense affirme que le meurtre de Nour ainsi que les graves blessures infligées à Amal n'étaient pas prémédités. Le père de Nour va être accusé de meurtre au second degré, ce qui va lui épargner toute possibilité de subir la peine capitale. Le jury en vient également à cette conclusion. Faleh Hassan al-Maliki a été condamné à 34 ans de prison. Voici sa condamnation. Et pour beaucoup de gens, c'était trop peu. L'un des avocats inclus dans l'affaire, Bill Montgomery, va dire la chose suivante. Le meurtre de l'un de ses enfants surpasse toute violation de la loi. Personnellement, tout comme cet avocat, je trouve que la peine est plutôt légère. Surtout pour un homme qui a abattu si sauvagement sa propre fille. Et en plus de sa fille, je le rappelle, il a failli tuer la mère de l'homme dont elle était amoureuse. Et voici comment se termine la triste histoire de Nour al-Maliki, avec un père qui s'en sort avec une peine de 34 ans, un meurtrier qui l'a tué de sang-froid. C'était une ravissante jeune femme, pleine de force et d'ambition, qui ne désirait nul autre que de voir son avenir lui sourire. Elle a tout fait pour réussir, avec le fruit de tous ses efforts et cette lutte contre son père et sa famille qui s'opposaient radicalement au moindre de ses projets. Plusieurs proches de Nour qui la connaissaient bien ont été très heurtés par ce drame. Et comme le soutient l'un de ses amis Adhikar Dakal, Nour n'a jamais fait quoi que ce soit de déraisonnable. Un groupe de soutien pour Nour et ses confrères victimes du même sort compte aujourd'hui plus de 4000 abonnés. Ils souhaitent tous que ce genre de tragédie se termine une fois pour toutes. Plusieurs membres de la communauté n'ont pas hésité à manifester leur frustration et leur incompréhension face à ce drame et à l'issue du procès. Comme je le disais plus tôt, nombreux sont celles et ceux qui tentent de stopper les crimes d'honneur par l'intermédiaire notamment de manifestations. Et franchement, je les encourage à continuer. Mais le combat est loin d'être terminé. Certaines personnes sont prêtes à tuer leurs proches pour ce qu'ils appellent l'honneur. Ils sont capables du pire, prendre la vie pour ne plus se sentir salis par les choix de leur entourage. Ils préfèrent tuer leur propre sang plutôt que de subir la honte. Qu'est-ce que l'honneur finalement ? Si tout ça fait place à l'horreur. On se retrouve en Irak, pays du Proche-Orient frontalier de l'Iran. Et afin de vous mettre dans le contexte, petite immersion sur l'histoire du pays. Comme son voisin, l'Irak fait partie des zones géographiques où les premières civilisations transiteront. Le pays a une riche histoire et sa capitale, Bagdad, étant un haut lieu culturel pendant la période du Moyen-Âge. Incorporé à l'Empire ottoman au XVIe siècle, occupé par les Britanniques au cours de la Première Guerre mondiale, l'Irak sera par la suite sous la responsabilité du Royaume-Uni, par le biais d'un mandat transmis par la Société des Nations. Le pays obtient finalement son indépendance en 1935, et comme en Iran, le pouvoir évoluera fréquemment. Plusieurs coups d'État auront lieu, ainsi que des guerres internes et externes au pays. Nous connaissons d'ailleurs le conflit s'étant enclenché en 2003, à l'initiative du Royaume-Uni et des États-Unis sans l'autorisation préalable de l'ONU. À ce moment-là, c'est l'homme politique Saddam Hussein qui est au pouvoir et qui a instauré progressivement un régime dictatorial. Après cette petite intro, on se concentre sur notre histoire. Tiba el-Ali est né en 2000. Et ici, on n'a pas de renseignements sur la famille de Tiba, que ce soit des noms ou des détails à leur propos. Au moment de notre récit, elle a 22 ans. C'est une jeune femme brune aux cheveux courts, pétillante, qui n'hésite pas à faire part de son quotidien sur sa chaîne YouTube, qu'elle a créée en fin d'année 2021. Elle publie sa première vidéo le 25 novembre 2021, qui cumule aujourd'hui plus de 200 000 vues. Tiba se crée une communauté atteignant 18 000 abonnés et plus de 100 000 vues. La jeune femme partage son quotidien par l'intermédiaire de vlogs. Il y a des foires aux questions, dégustations ou discussions au sujet de son expérience avec la chirurgie esthétique par exemple. Aujourd'hui, on peut retrouver son compte ainsi que ses vidéos. Le nombre d'abonnés est passé au-dessus de la barre des 30 000 et elle a maintenant 3 millions de vues. Et je peux vous dire que quand vous passez sur sa chaîne YouTube, ça donne des frissons. C'est là qu'on voit à quel point cette vie peut basculer à tout moment, et ce pour n'importe qui. Elle était là à faire sa vie tranquillement, à faire ses vidéos joyeuses, mais personne ne s'attendra à la suite. Bref, reprenons. Alors que la famille visite des proches à Istanbul en Turquie en 2017, la jeune femme décide de rester vivre dans le pays. Ce choix aurait été motivé par le harcèlement sexuel que son frère lui a fait subir. Tiba a alors 18 ans. La jeune femme emménagera par la suite avec son petit ami Mohammad Al-Shami, qui est syrien. L'homme apparaîtra régulièrement dans les vidéos de Tiba.
La jeune femme décide alors de revenir en Irak en début d'année 2023. Certains articles renseignent que Tiba serait rentrée sur la demande de sa famille et d'autres qu'elle souhaitait soutenir l'équipe de football de son pays lors des 25e championnats du Golfe de football. On ne sait pas tout à fait quelles raisons l'ont motivée à revenir dans son pays d'origine. Entre 2017 et 2023, on n'a aucune information concernant d'éventuels retours en Irak. La famille El Ali apprend que leur fille est de retour au pays. Tiba partage alors sur son Instagram les menaces qu'elle reçoit de leur part. La jeune femme fait appel aux autorités via les réseaux sociaux à ce sujet, mais ça n'aboutira malheureusement à rien. La mère de la vidéaste rentrera en contact avec elle, souhaitant la rencontrer. Tiba hésitera pendant un moment, mais elle finira par accepter. Elle souhaite que les retrouvailles aient lieu chez une de ses amies à Bagdad. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il s'agit d'un guet-apens. Sa famille semble l'attendre au complet. Tiba sera kidnappée, puis conduite de force dans la province de Diwania, à environ 160 km de la capitale, chez ses parents. Ici, je tiens à souligner le courage de Tiba, qui est venue au lieu de rendez-vous malgré ce qu'elle subissait comme pression via les réseaux sociaux. Elle semblait être consciente de tout ça, consciente du danger, mais elle va quand même prendre le risque. Je pense qu'au fond, elle aimait ses parents et qu'elle voulait tout faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais malheureusement, elle n'aurait jamais dû. Quand on regarde la situation, on sent qu'elle avait une certaine méfiance. Quand on s'aperçoit qu'elle choisit le lieu de la rencontre près de chez son ami. D'ailleurs, est-ce que son ami a assisté à l'enlèvement de Tiba ? Est-ce qu'elle a tenté d'intervenir pour l'aider ? Est-ce qu'on l'a empêché dans son intervention ? Beaucoup de questions qu'on se pose ici. Les menaces prendront finalement exécution au sein du foyer familial. Tiba est tuée par son père dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Le père aurait profité du sommeil de sa fille pour l'étrangler. En effet, l'homme n'acceptait pas que sa fille vive seule en Turquie, et des différends étaient connus au sein de la famille depuis 2015. La veille, une unité de police était intervenue au domicile de la famille afin de régler les tensions. Cette même unité devait revenir le lendemain, mais la démarche n'ira pas à son terme. Le meurtre de Tiba a eu lieu au cours de la nuit. Suite à ça, le père se dénonce à la police et il est mis en état d'arrestation. Il affirme avoir agi pour laver la honte. Oui, vous avez bien entendu, laver la honte. Ici, on est bien dans un crime d'honneur. Par cette phrase simple et lourde de sens, laver la honte, le père avoue que sa fille causait du tort à la famille, selon lui. Pour lui, le membre de la famille perturbateur doit disparaître, et la mort est alors la seule solution. Le responsable des relations et des médias du ministère de l'Intérieur irakien, Saad Mann, annoncera le décès de Tiba sur son compte Twitter 2 jours après les faits. Il était avéré que la famille de Tiba proférait des menaces à son encontre et que plusieurs arrangements auront lieu entre la jeune vidéaste et sa famille. L'homme refuse de mettre en cause la responsabilité du gouvernement irakien. Cependant, les articles du droit irakien permettent d'exercer certains actes abominables sous couvert de certains facteurs. L'article 41 de la Constitution renseigne notamment « Les Irakiens sont libres de leur engagement en faveur du statut personnel conforme à leur religion, confession, croyance ou choix, conformément aux dispositions de la loi ». Je trouve ça choquant de voir une telle loi exister. Ça peut pousser certaines familles, certains malades à commettre des actes irréparables. Avec ce genre de loi, tu m'étonnes qu'ils n'ont plus peur et je trouve ça vraiment triste. L'application de cet article de loi est assez difficile quand on prend en considération les confessions ou les croyances existantes. Si malheureusement le meurtre est un crime, il peut être reconsidéré en fonction de la personne l'ayant commis. Le père de Tiba a estimé que l'honneur de sa famille a été bafoué, justifiant ainsi son acte, aussi cruel soit-il. Le meurtre de la youtubeuse provoque une vague d'émotions dans le pays, et notamment chez les femmes. L'Irak étant un pays assez conservateur, les jeunes femmes s'identifient à Tiba, qui souhaitait juste vivre sa vie libre et vivre de sa passion. Des militantes manifesteront dans le pays quelques jours après l'annonce de la mort de la jeune femme. Elles souhaitent qu'une loi contre les violences domestiques soit promulguée pour protéger les femmes, pour qu'elles ne puissent plus être violentées par leur père, leur frère ou leur mari. Une amie de Tiba partagera des enregistrements sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'extraits de conversations entre la jeune femme et son père. L'homme exprime sa colère concernant les choix de vie de Tiba. Cette dernière parle du fait que son frère l'ait harcelée sexuellement. Ces enregistrements seront récupérés par les manifestants et militants réclamant justice pour Tiba. L'ancienne députée kurde Ala Talabani s'exprimera sur Twitter à ce sujet. Elle dira «
Les femmes dans nos sociétés sont les otages de coutumes arriérées en raison de l'absence de lois dissuasives et de mesures gouvernementales qui ne sont pas à la hauteur de l'ampleur des violences domestiques. Aya Maizoub, directrice régionale adjointe à Amnesty International, déclarera: tant que les autorités irakiennes n'auront pas adopté de législation assez solide pour protéger les femmes et les filles des violences sexistes, nous continuerons à être témoins de meurtres aussi épouvantables que celui de Tiba Ali. À l'heure actuelle, on n'a aucune information concernant la suite de cette affaire. On ne sait pas si le père s'est rendu à la police et a avoué le meurtre. On n'a aucune connaissance de la procédure lancée à son encontre. L'affaire est beaucoup trop récente, elle date d'il y a 4 mois seulement. Donc il faut certainement du temps pour que la justice irakienne fasse son travail, j'imagine. Et je me répète, 4 mois que cette affaire a eu lieu. C'est pour vous dire que, il y a 4 mois, Tiba était encore vivante. Et là, elle ne l'est plus. Dit comme ça, c'est tout simplement choquant. Elle était là à faire des vidéos, vivre sa vie pleinement, mais non, t'as sa famille qui vont lui arracher sa vie. Enfin bref, j'espère qu'on en saura un peu plus sur les mois à venir. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter la terrible histoire de Sadia Shir. Et bien sûr, cette vidéo aura pour but de lui rendre hommage. Sadia a été malheureusement victime d'un crime d'honneur pakistanais. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, Sadia est une jeune pakistanaise déchirée entre deux cultures, la culture pakistanaise et la culture occidentale. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter Sadia et sa famille, ou du moins 4 personnes de sa famille impliquées dans cette tragique histoire. Commençons par Sadia. Elle est née le 12 février 1987 à Charleroi, en Belgique. D'ailleurs, elle a toujours vécu là-bas. Et bien qu'elle soit d'origine pakistanaise, elle n'est allée que quelques fois au Pakistan. La jeune femme est décrite par ses proches comme un petit rayon de soleil. Elle est intelligente, pétillante et volontaire. Elle avait le projet de devenir avocate dans le droit international, et ironie du sort, dans la défense des femmes. Sadia est une jeune fille douce et bienveillante avec sa famille. Elle les aimait beaucoup et ils sont très proches. Elle était très proche de son papa. Elle entretenait une relation privilégiée avec son père, et elle était très complice avec son frère Mudussar, à qui elle se confiait beaucoup. Pour ceux qui me suivent et qui ont regardé mes précédentes vidéos, ça vous rappelle pas quelque chose? L'histoire de Samia Shahid, hein? La proximité avec le papa chéri, autant dire que c'est très ressemblant. Continuons les présentations avec les parents de Sadia. Le père de Sadia s'appelle Tariq Mahmoud Shir. Il est né au Pakistan en 1949 et s'est installé en Belgique en 1973. Tariq est un travailleur acharné qui, à force de volonté, a acquis plusieurs terrains. Il a plusieurs commerces et maisons en Belgique, mais aussi au Pakistan. Il est décrit comme un papa dévoué pour sa famille. Et s'il travaille si dur, c'est uniquement pour sa famille. Cependant, ses enfants lui reprochent son manque d'ouverture d'esprit ainsi que sa froideur. L'année de son installation en Belgique, Tariq s'est marié avec une certaine Parvin. C'est la mère de Sadia et sans grande surprise, il s'agit d'un mariage arrangé. Parvin est une femme qui veut à tout prix transmettre les valeurs pakistanaises à ses enfants. À la maison familiale, ils sont éduqués de façon très traditionnelle. Les enfants suivent des cours avec un professeur qui leur enseigne le Coran et la langue arabe. En dehors de l'éducation des enfants, le pouvoir décisionnel de Parvin est limité, voire inexistant. Malheureusement pour Parvin, son mari Tariq lui sera infidèle et ce à plusieurs reprises durant leur mariage. Elle dira dans une interview que ce sont les enfants qui en ont souffert le plus. Ici déjà, je trouve ça vraiment triste. Le père qui va tromper sa femme alors qu'il est déjà marié. Déjà là, ça commençait très mal. En plus, quand sa femme Parvin apprend tout ça, elle montre beaucoup d'indifférence concernant les infidélités de son mari. Et c'est là qu'on voit qu'il s'agit d'un mariage arrangé. Ce n'était pas un mariage d'amour. Sinon, je pense que ça aurait suscité un peu plus d'émotion chez elle. On sentait qu'elle avait subi tout ça, et qu'au fond d'elle, elle ne l'avait jamais choisi. Concernant les frères et sœurs de Sadia, on va en parler aussi, car ils ont un rôle important dans le meurtre de Sadia. Il y a son frère Mudussar, et sa sœur Saria. Alors bien qu'il soit l'accusé principal lorsque les inspecteurs ont interrogé l'entourage de Mudussar, ils étaient absolument tous unanimes. Mudussar est un jeune homme extraordinaire. Il est décrit par son père comme respectueux, volontaire, travailleur et généreux. Très tôt, Mudussar, en tant que fils unique, s'est senti investi de la mission de protecteur envers ses sœurs et sa mère, et particulièrement envers Sadia, dont il se dit le plus proche.
Lui et Sadia sont même décrits comme étant fusionnels. Élevé dans la tradition pakistanaise, Medussar devait être marié en même temps que sa sœur Sadia avec une cousine. Et c'est une chose qu'il acceptait totalement. Dans les traits de caractère de Medussar, on ressent qu'il est très attaché aux valeurs traditionnelles. Il accorde une importance énorme à l'image de la famille. Maintenant que je vous ai parlé de Medussar, je vais vous parler de Saria, la petite sœur de Sadia. À l'inverse de son frère, elle est décrite de manière générale comme une rebelle, arrogante, têtue et irrespectueuse. Son père dit ne pas vraiment voir de qualité chez elle. Sadia et Saria n'étaient pas vraiment en bons termes. Saria espionnait sa sœur en dénonçant ses moindres faits et gestes à leurs parents. Pas très gentil tout ça, hein. Mais c'est vrai que dans la famille, parfois, on a toujours un petit frère ou une petite sœur un peu cruel comme ça, là, un petit peu fourbe, hein. Vous savez, le genre de frère et sœur qui va râler si t'as mangé le dernier fondant au chocolat qu'il avait bien caché au fond du frigo. Alors là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, t'étais son pire ennemi. T'étais plus son frère, t'étais plus sa sœur, t'étais un ennemi, un monstre à ses yeux. Voilà, c'est aussi parfois une source de conflit. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Enfin bref, pour résumer, la famille dans laquelle évolue Sadia est quand même très traditionnaliste. Et vous allez voir que le poids des traditions aura malheureusement raison de la vie de Sadia. L'année 2005, Sadia, âgée alors de 18 ans, mène une vie de jeune belge heureuse et épanouie. Bien qu'elle soit très investie dans ses cours de graduat en sciences juridiques qu'elle a entrepris à l'université du travail, elle aime également profiter de la vie avec ses amis, comme c'est le cas quand on a 18 ans, tout simplement. Sadia a des amis et elle a même un petit ami. Ce dernier est pakistanais comme elle et elle est très amoureuse de lui. Et de façon totalement accidentelle et non prévue, Sadia va tomber enceinte. Elle va parler de sa grossesse à sa famille. Et personnellement, j'ai été très surpris de constater qu'ils n'ont pas mal réagi. Quand on sait le poids des traditions et l'honneur dans la famille chère, je pensais tout simplement qu'ils allaient lui faire du mal. Perso, je pensais qu'ils allaient la battre, la menacer en apprenant tout ça. Mais pas du tout. Les parents de Sadia vont juste lui prendre un rendez-vous pour un avortement. Cependant, Sadia ne veut pas particulièrement avorter. Pour elle, le bébé qu'elle porte dans son ventre est musulman et pakistanais, et elle aime le papa de ce dernier. Alors elle se dit que puisqu'ils sont pakistanais, ils pourraient juste se marier tous les deux et garder le bébé. Malheureusement pour Sadia, elle est vraiment la seule à voir les choses de cette façon, car même son petit ami souhaite qu'elle avorte. Waouh, la situation de merde! Excusez-moi les termes, mais quelle situation de merde! Mesquina la pauvre, elle avait sa famille contre elle et même son petit ami qui va lui faire pression pour avorter. Imaginez la détresse et la tristesse de Sadia à ce moment précis. Ça devait être juste horrible à vivre. Elle fera tout ce qu'elle peut pour garder le bébé. Elle enverra même son frère Medussar pour parler avec son père. Elle voulait qu'il l'aide à convaincre de parler avec la famille de son petit ami pour qu'un mariage entre les deux soit organisé, mais le père sera catégorique. C'est non et Sadia devra avorter. De son côté, Sadia va faire un ultimatum à son petit copain. S'il reste sur sa position et qu'elle doit avorter, ce sera fini entre eux. Mais malheureusement, il restera sur sa position. Seule contre tout le monde, Sadia n'a pas d'autre choix. Elle doit avorter. Cet événement lui fera beaucoup de mal et honnêtement, on peut la comprendre. Non seulement elle a dû avorter alors qu'elle ne voulait pas, mais en plus de ça, sa première histoire d'amour venait de prendre fin. Mais ce n'était que le début d'une succession d'événements terribles qui attendaient Sadia. Malgré sa famille traditionnaliste, Sadia a toujours eu l'impression d'être une jeune femme occidentale comme les autres, jusqu'au printemps 2005 où tout va basculer. Sans tourner autour du pot, les parents de Sadia vont lui dire qu'elle était promise à son cousin Abbas. Un cousin qui vit au Pakistan et ce depuis qu'elle a 12 ans. Et maintenant qu'elle a 18 ans, il lui annonce que le moment est venu pour elle de se marier avec lui. Prenons une seconde pour voir comment nous, on aurait réagi face à une situation pareille. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait accepté évidemment. Ici, j'essaie de me mettre à sa place. Je vis ma vie tranquillement, je commence à avoir des rêves, des ambitions, et d'un coup, on m'annonce que je dois tout laisser tomber pour épouser quelqu'un. Une personne qui n'a rien à voir avec moi et que je ne connais même pas. Mais jamais de la vie, jamais. Bref, revenons à l'histoire de Sadia. Cette dernière explique à ses parents qu'elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne connaît pas ce Abbas et qu'elle veut faire de grandes études. Elle leur explique qu'elle ne veut pas se marier, tout simplement. Mais la décision de ses parents est sans appel. Sadia va quand même questionner ses parents et leur demander quel est le plan qu'ils envisageaient. Est-ce que Abbas va venir pour le mariage, etc.
Là, très fière d'eux, ses parents vont lui expliquer qu'elle n'y était pas du tout. Comme elle se trouve en Belgique et lui au Pakistan, ils vont célébrer le mariage sur internet. Et oui, comme dirait Parveen, la mère de Sadia, il faut vivre avec son temps. J'ai trouvé cette phrase terriblement ironique. Un mariage arrangé sur internet. Mais bien sûr, Madame Shear, ça c'est vraiment vivre avec son temps. Un peu bizarre comme mentalité. Mais enfin bref. Sadia est un peu rassurée parce qu'il s'agit d'un mariage que sur internet. Et j'insiste sur que internet, parce que comme ce n'était pas physique, ça la rassurait. Et à ce stade, elle n'avait plus le choix, donc elle accepte la célébration à contre-cœur. Sadia n'avait pas forcément anticipé cela, mais après ce mariage sur internet, ses parents vont lui annoncer qu'elle va devoir se rendre au Pakistan pour concrétiser cette union. Alors évidemment, elle va dire qu'elle ne veut pas, mais ce sera peine perdue. C'était prévu et rien ne fera changer d'avis les parents de Sadia. 3 jours avant la date de son départ pour le Pakistan, ne trouvant pas d'autre solution, Sadia va s'enfuir de la maison familiale et se réfugier dans une maison pour femmes battues à Bruxelles. Sadia aime sa famille plus que tout et ça lui déchire le cœur de devoir les fuir ainsi. Mais elle n'a aucun autre choix si elle veut échapper à son mariage arrangé. Pendant que Sadia tente de s'en sortir comme elle le peut, l'ambiance chez ses parents est complètement catastrophique. En effet, les parents de Sadia ont donné leur parole à Abbas concernant son mariage avec Sadia. Et l'affront de leur fille qui refuse de partir au Pakistan est en train de compromettre l'honneur de la famille. Et nous y revoilà, le fameux honneur familial. Le père de Sadia est en train de passer pour un homme qui n'a pas de parole. Et pour lui, il n'y a rien de pire qui puisse lui arriver. Du coup, les parents de Sadia sont littéralement malades à cause de cette situation et leur réaction sera tout sauf pacifiste. Medussar aime énormément sa sœur, mais il ne supporte pas de voir ses parents malades à cause d'elle. Et ce qu'il supporte encore moins, c'est les rumeurs qui commencent à circuler au sujet de leur famille au sein de la communauté. La famille de Sadia va alors commencer à l'harceler. Coups de fil, injures et même menaces de mort. Bien évidemment, tout ça ne fera pas revenir Sadia au domicile familial. Bien au contraire. Durant sa fuite en mai 2006, Sadia va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Jean Navarre. Il n'est pas pakistanais ni musulman, mais Sadia et lui s'aimaient. Et ils projetaient aussi de se marier. Lorsque sa famille va le découvrir, ça va être encore plus un gros bordel. Encore plus de menaces et notamment des menaces de mort. Au début de l'année 2007, Sadia va déménager avec Jean Navarre. Elle va dissimuler bien évidemment son adresse à ses parents pour ne pas se mettre en danger. Mais la famille Shear va tout faire pour retrouver Sadia. C'était devenu leur but ultime. Son frère Medussar dira « Il s'agit pour la famille de ne pas faillir à la parole donnée et de cette manière de ne pas perdre la face devant tout le monde. » En juin 2007, Sadia va écouter son cœur et se fiance à Jean Navarre. Là, pour la famille de Sadia, c'est l'ultime affront. Et vous allez voir que les conséquences vont être à la hauteur de la gravité que cela représente pour la famille de Sadia. À force de recherche, Medussar va finir par retrouver Sadia. Il va tout faire pour rétablir les liens entre sa sœur et sa famille. Au début, il va tenter de la convaincre et de renouer avec sa famille en lui expliquant qu'elle manque à tout le monde et surtout à ses parents. Et qu'après tout, c'est une famille, qu'ils doivent être soudés, unis. Mais bien que sa famille lui manque réellement, la pauvre Sadia n'est pas dupe. Elle a encore en mémoire toutes les menaces qu'elle a entendues. Et par conséquent, elle refuse de retourner voir sa famille, parce qu'elle avait peur pour sa vie. Cependant, tant que Sadia n'aura pas cédé, Medussar n'envisage pas de la laisser tranquille. Un jour, il abat sa dernière carte dans un ultime chantage affectif. Il arrive à convaincre Sadia qu'elle doit rendre visite à ses parents malades. La fin du Ramadan approche et ce sera une bonne occasion pour renouer avec sa famille. Ainsi, le 22 octobre 2007, soit 10 jours après cette discussion entre le frère et sa sœur Sadia, Medussar va dire à sa sœur qu'elle est invitée à un déjeuner en famille, à l'eau de l'Insart, au domicile de ses parents, afin de se réconcilier. Sadia va accepter cette invitation, chose qu'elle n'aurait jamais dû. Donc le 22 octobre, Sadia est en cours, et Medussar, quant à lui propose de la récupérer à l'université durant sa pause déjeuner. Comme ça, ils pourront se rendre ensemble au domicile de leurs parents. Bien que Sadia veuille croire à la bonne foi de sa famille et à cette réconciliation, une part d'elle n'a pas confiance et a peur pour sa vie. Sadia va donc prévenir tous ses amis qu'elle se rend chez ses parents. Ses amis étaient très sceptiques concernant ces retrouvailles, mais ils n'osent pas dire quoi que ce soit. Après tout, il s'agit de Sadia et sa famille, et ils ne se sentaient pas légitimes de dire quoi que ce soit ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sadia se sentait tellement en insécurité qu'elle avait déjà écrit son testament. Est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse et du désespoir de ce geste ?
Qui à 20 ans pense à écrire son testament, sérieux? Elle savait déjà qu'il pouvait lui arriver les pires horreurs. Donc comme prévu, Mudusar va chercher Sadia. Sur le chemin, ils parlent de tout et de rien. Puis ils arrivent enfin à la maison de leurs parents. Mudusar entre, suivi de Sadia, mais deux choses frappent immédiatement à la jeune femme. La première, c'est qu'elle est censée être là pour le déjeuner, mais ça ne sentait absolument pas la nourriture. Il n'y avait aucun plat en train d'être préparé ou réchauffé. La seconde est que la maison est pratiquement vide. Seule Saria, la petite sœur de Sadia, est présente. Leurs parents ne sont pas là. Il ne faut pas beaucoup de temps à Sadia pour comprendre qu'elle a été piégée par sa famille, ou du moins par Mudusar. Mais là, les choses vont aller très vite. Le temps pour elle de comprendre qu'elle est en danger et qu'elle doit partir, Mudusar se trouve devant elle. Il la tient en joue avec le pistolet de son père. Sadia essaie de fuir, mais Mudusar, son frère, qui lui portait beaucoup d'amour, lui tire 3 fois dessus. Saria, la sœur, est également touchée d'une balle dans le bras. Concernant la balle qui a touché Saria, cette dernière dira qu'elle a reçu en voulant protéger sa sœur. En effet, dans une première version qu'elle donnera, Saria va prétendre qu'elle était à l'étage, quand elle a entendu le bruit d'une dispute entre Mudusar et Sadia au rez-de-chaussée. Elle dit avoir entendu des coups de feu alors qu'elle était dans l'escalier. Elle serait alors intervenue pour protéger sa sœur et des coups de feu l'auraient atteinte. Après ça, elle dit être sortie chercher des secours pendant que Sadia agonisait. L'expertise balistique mettra à mal ce récit. Saria a été blessée au bras, et non pas en s'interposant pour protéger sa sœur, mais bien en la retenant par l'arrière du corps pour l'empêcher de fuir. Saria est donc complice de son frère dans le meurtre de la pauvre Sadia. Laissant Sadia pour morte et Saria blessée, Mudusar s'est immédiatement enfui. C'est finalement une grande sœur de Sadia qui appellera les secours, en leur disant que sa sœur avait été victime d'un coup de feu et qu'il fallait vite intervenir. Au moment où sa grande sœur appelle les secours, Sadia est encore vivante. Mais le temps qu'ils arrivent, elle sera malheureusement morte. Paix à son âme, Allah ilahama. J'ai tellement de colère concernant le frère de Sadia. Pourquoi t'as fait ça à ta propre sœur, sérieux? T'as grandi avec elle, t'as partagé des moments, des souvenirs, et toi, tout ce que tu vas faire, c'est prendre la vie de ta sœur. Il va la piéger et la tuer comme un lâche, un gros lâche. Au lieu de la protéger, prendre soin d'elle, non, lui, il va vouloir venger sa famille pour l'honneur. Venger sa famille pour l'honneur. Quel idiot. Donc après avoir tué Sadia, Mudusar a fui. Sa famille l'a évidemment couvert en indiquant ne pas du tout savoir où il se trouvait. Ce qui est complètement faux, car la suite de l'enquête a révélé qu'ils avaient échangé par téléphone avec lui à plusieurs reprises. Sans l'aide de la famille, les enquêteurs ont arrêté Mudusar 3 mois plus tard. Le jeune homme s'est enfui pour se réfugier au lac de l'Odeur, où il a été intercepté. L'enquête mettra à jour des indices concernant le complot familial, préalable au crime, ainsi que l'aide apportée à Mudusar durant sa fuite. Pour information, les lacs de l'Odeur est une zone de baignade qui se trouve à 26 km de Charleroi. Mudusar retrouvé, le procès de la famille Shir a pu débuter devant la cour d'assises de Hainaut. C'est un procès exceptionnel, car c'est la première fois en Belgique que des suspects sont accusés de crime d'honneur. Cet honneur que sa famille estimait avoir perdu. Elle avait marié par internet Sadia à un cousin résidant au Pakistan. Mais la jeune fille projetait d'épouser un jeune non-musulman. Comme c'est la première fois qu'un crime d'honneur de ce type est jugé en Belgique, le procès sera donc entouré d'importantes mesures de sécurité. Il n'y aura pas moins de 150 témoins convoqués, 12 jurés et 4 suppléants. Parmi les 12 jurés, pour respecter au maximum la loi, il y aura 8 hommes, 4 femmes âgées entre 28 et 65 ans. Il y aura 3 semaines de débat et 4 accusés. Mudusar, Saria, le père Tarek Mahmoud et la mère Parvin. Les accusés vont bénéficier de mesures de protection particulières pour éviter tout contact avec le public et les médias seront en dehors de la salle d'audience. Cette sécurité renforcée sera assurée par la police locale de Mons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cour afin de parer tout incident. La question que beaucoup d'entre vous vont se poser, c'est pourquoi ils sont 4 à être jugés alors qu'il y a a priori un seul tueur, Mudusar. Un expert chargé d'examiner la problématique des mariages forcés a avancé que son père se considérait déshonoré par l'attitude de Sadia. Mudusar étant le garant de cet honneur, c'était à lui de rétablir l'honneur perdu de la famille. Quant à la mère intervenue pour culpabiliser sa fille, elle n'a cessé de lui rappeler l'importance du mariage, ce qu'il représentait pour la famille, le clan ou l'ensemble de la communauté. Concernant Saria, présente au moment du meurtre et blessée par Mudusar,
Elle est comme son père et sa mère, soupçonnée d'avoir pris part au complot familial. Elle aurait elle aussi commandité l'exécution de Sadia. Dès le début du procès, Mudussar Shir a toujours reconnu avoir tué sa sœur. Il est même allé plus loin que ça en prenant toute la responsabilité de son acte et en exonérant ainsi les autres membres de sa famille de toute responsabilité. Mudussar a expliqué devant la cour avoir agi de sa propre initiative. Il a affirmé que ses parents et sa petite sœur n'avaient rien à voir avec la mort de Sadia. Mais malgré les dires de Mudussar, la justice belge a toutefois estimé que les parents et la sœur de Sadia sont tout autant responsables car ils auraient ordonné l'assassinat ou incité Mudussar à passer à l'acte. À peine le procès ouvert, Mudussar va faire une révélation choc qui va même sonner son avocat. Il n'était pas du tout prêt à entendre ça. En effet, alors que personne s'y attend, Mudussar va spontanément, et sans que les juges ne lui posent la moindre question à ce sujet, avouer qu'il voulait également tuer Saria, son autre sœur. Oui, vous avez bien entendu, il voulait tuer son autre sœur également. À quel moment il pense avoir le droit de vie ou de mort envers ses sœurs, sérieux? J'ai été vraiment choqué de ce détail lors du procès. Personnellement, j'ai trouvé ça tellement fou que je me suis dit qu'il avait peut-être menti. Mentir pour justement que sa famille soit safe, qu'elle ne soit pas jugée également pour le meurtre de Sadia. Je pense qu'en faisant tout ça, il voulait les protéger et que les juges estiment qu'ils n'étaient pas coupables. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de mon hypothèse. Mudussar a donc dit devant la cour les choses suivantes. Je suis confronté à deux actes. Un qui a réussi, celui d'avoir supprimé une personne, Sadia, et un qui a échoué, en l'occurrence sur ma sœur Saria, qui avait reçu une balle dans le bras. Je vais apprendre tout ça à ma famille. J'ai voulu tuer Saria, et je n'ose pas te regarder dans les yeux. C'est ce qu'il a dit à sa sœur assise à ses côtés, sur le banc des accusés. La famille Shir n'ont pas pu retenir leurs larmes. Après cette révélation, le juge qui voulait savoir s'il avait réellement tenté de tuer Saria a interrogé l'accusé qui a répondu par l'affirmative. Oui, j'avais peur que Sadia lui donne le mauvais exemple, et qu'elle tourne mal elle aussi. Saria avait fumé du hashish, et je me suis dit que c'était un engrenage. Je me suis dit si je dois en finir avec une, autant en finir avec les deux. Alors bien qu'il soit passé aux aveux, Mudussar dit avoir regretté son acte. Pour la cour, le dossier s'est vraiment avéré très complexe. De par les actes en eux-mêmes bien sûr, mais également de la part des différents témoignages parce qu'à chaque fois, les versions étaient un peu contradictoires. Pour exemple, la famille Shir affirmait que rien ne laissait imaginer que Mudussar commettrait un tel acte. D'autant que selon eux, la relation avec Sadia était toujours saine et positive. Donc en disant tout ça, la famille de Sadia se disculpe de toute responsabilité concernant le meurtre de leur fille. Les proches de Sadia, ses amis, faisaient quant à eux part de violence. Ils disaient qu'elle subissait du harcèlement moral et physique de la part de ses parents, frères et sœurs. La pression était si énorme qu'elle a écrit un testament quelques jours avant sa mort. Bien évidemment, durant le procès, il n'a pas été uniquement question du meurtre de Sadia, mais également de la tentative de mariage forcé. Lors de ses auditions par la police, la grande sœur de Sadia, qui s'appelle Tahira, va prendre la parole. Elle explique que pour la famille, le mariage célébré par webcam entre Sadia et son cousin pakistanais était légal. C'était reconnu au sein de la communauté et que Sadia avait consenti de son plein gré à son union avec Abbas. La sœur nous a affirmé que liée à son époux, Sadia ne pouvait plus rompre son engagement. Suite à ça, un inspecteur va dire que ce mariage n'avait aucune valeur, ni pour la loi belge, ni pour la législation pakistanaise. Si l'émotion a été intense, le procès quant à lui a été historique. Jusqu'ici, ce n'était pas vraiment le cas en Belgique, donc c'est vraiment le premier cas de la sorte. Au terme du procès en 2012, Mudussar, son père, sa mère et sa sœur ont tous les quatre été reconnus coupables du meurtre de Sadia Shir, mais également de tentative de mariage forcé. L'enquête a démontré que le complot était familial et que le père de Sadia, Tariq Mahmoud, avait joué un rôle central, celui du patriarche dont l'honneur ne pouvait être bafoué. Malgré la tentative de Mudussar de disculper ses proches en prenant la seule responsabilité de l'assassinat, les jurés en ont décidé autrement, en privilégiant la thèse du complot familial. Pour ce qui est de Parvin la mère, la cour a relevé l'ascendant qu'elle avait sur son fils. C'est aussi à cause d'elle si son fils est devenu un criminel. Voici les condamnations de toute la famille. 15 ans de prison ferme pour Mudussar, 25 ans pour le père, 15 ans pour la mère et 5 ans de prison pour la sœur de Saria qui était enceinte au moment du procès et de son emprisonnement. Il y a autre chose qui m'a beaucoup choqué dans ce procès, et plus particulièrement au moment du délibéré. C'est que la famille de Sadia a beaucoup pleuré,
Mais ils ont pleuré car ils ont compris que leur avenir était fichu, car ils allaient devoir purger de longues peines de prison. Par contre, pas une seule larme n'a été versée pour la pauvre Sadia. Elle qui voulait juste vivre librement, celle qui a refusé de se plier au seul désir de sa famille et d'avoir choisi seule l'homme qu'elle aimait et avec qui elle voulait s'unir pour la vie. Avant de terminer, voyons ce qui s'est passé après l'emprisonnement de la famille. Alors qu'elle était condamnée à 15 ans de prison pour le crime d'honneur sur la personne de Sadia Shir, sa propre fille, la mère Parveen ne fera finalement que 6 ans derrière les barreaux. Elle sera libérée le 13 décembre 2018. Parmi les conditions de sa libération, elle a dû trouver une activité qui lui laissera une ouverture sur le monde et prolonger son suivi psychologique. Concernant Mudussar, son avocat maître Michael avait réussi à apporter les preuves d'un progrès du jeune homme dans sa vision de la société. Il prônerait désormais un discours d'ouverture, loin des dérives que lui avaient inculpées ses aînés. En mai, Mudussar a donc été libéré avec un bracelet électronique, en contrepartie d'un certain nombre de conditions. Parmi les conditions qui lui ont été imposées, figure l'interdiction de fréquenter ses parents et sa sœur vivante. Il doit poursuivre son cursus universitaire et son suivi psychologique est resté en Belgique. Saria, quant à elle, est libre depuis longtemps. Elle a d'ailleurs accouché d'un deuxième enfant depuis le procès. Le père, quant à lui, est probablement toujours en prison. L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir est d'une cruauté inouïe. Parfois, l'humain est capable des pires atrocités s'il ne parvient pas à assouvir ses désirs. Imaginez que votre propre famille soit constamment contre vous, qu'elle n'accepte aucun de vos choix. Imaginez qu'un jour, vous tombez amoureux d'une personne, mais que celle-ci ne soit pas acceptée par vos proches. Eh bien, c'est ce que va vivre Jassi Sidhu. Soit tu te plies aux règles, soit tu meurs. Notre histoire débute au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique qui borde l'océan Pacifique. Le 4 août 1974, dans la ville de Maple Bridge, Jaswinder Kaur Sidhu voit le jour. Jaswinder, aussi surnommée Jassi, est une très jolie jeune femme d'origine indienne. Elle est pleine de vie et d'ambition. Depuis qu'elle est toute jeune, elle est décrite comme ayant une personnalité scintillante. Elle est de nature très studieuse et en soif d'apprentissage. Elle grandit au sein d'une famille très riche et son oncle était considéré comme le chef de la famille. Il jouait un peu le rôle de père en quelque sorte. Il se nomme Surjit Singh Badesha. Il a immigré au Canada depuis la province du Punjab en Inde. Il s'est ensuite installé dans la Fraser Valley, région qui se situe au sud-ouest de la province de la Colombie-Britannique. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de détails concernant l'enfance de Jassi, mais on peut toutefois émettre l'hypothèse concernant ses études, comme quoi ça s'est plutôt bien passé. Elle est parvenue à décrocher facilement un diplôme lui permettant de pratiquer la profession de cosméticienne. Ce poste semblait vraiment bien lui plaire, elle semblait passionnée et franchement, je suis très content pour elle. J'ai toujours trouvé ça beau, quelqu'un qui se plaît dans son travail et qui est épanoui, c'est le plus important. Jusqu'ici, tout semble bien se dérouler pour la jeune Jassi. Cependant, lors du mois de décembre 1994, alors que Jassi est âgée de 19 ans, elle effectue un voyage en Inde dans la province du Punjab. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis Punjab, mais ça se dit peut-être plus Punjab, mais m'en voulez pas. Quoi qu'il en soit, plus précisément, elle décide de visiter la ville de Jagaron, qui est peut-être considérée comme le point central du Punjab. Ici, les sources sont assez floues, mais apparemment, elle aurait voyagé seule à ce moment. Le motif de son voyage est également inconnu, mais selon moi, c'est peut-être pour échapper au rude hiver canadien tout en profitant pour renouer avec ses origines indiennes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'hiver au Canada est très difficile à supporter et s'étend sur plusieurs mois. Ça semble interminable et beaucoup de Canadiens prennent par ailleurs quelques semaines de repos lors de l'hiver afin de s'envoler vers la Floride, Cuba, etc. Ça se comprend, partir à la recherche d'un peu de chaleur, ça donne envie. Belle petite plage, sable doux, eau claire, ça fait rêver ouais. Ça me donne envie de voyager tout ça. Un bon petit voyage là, se mettre bien, ouais. En Grèce, Bali, je sais pas. Bref, revenons à notre sujet. Faut arrêter de rêver, on a des affaires importantes à gérer. Bref. Jassi se trouve donc en Inde, dans la ville de Jagaron. C'est à cet endroit qu'elle fera la rencontre de Sukhwinder Singh Sidhu, surnommé Mitu. Immédiatement, entre les deux, c'est le coup de foudre. Mitu exerçait comme profession conducteur de pousse-pousse. En France, on n'a pas trop l'habitude d'en voir, mais en Inde, il y en a partout. C'est un métier plutôt fréquent là-bas. Les conducteurs de pousse-pousse sont un peu comme des chauffeurs de taxi.
mais ils sont munis d'un vélo ressemblant à un grand tricycle. Je pense que vous voyez un peu, une sorte de charrette servant à transporter les passagers. En effet, l'Inde est un pays très densément peuplé et il est difficile d'y circuler en voiture. Ainsi, la population privilégie le transport en commun ou la marche à pied. Selon les sources, le système routier dans ce pays demande aux conducteurs de conduire à la gauche de la voie routière, tout comme c'est le cas au Royaume-Uni par exemple. Mais très souvent, comme il y a beaucoup de véhicules qui circulent, ça peut vite prendre une ampleur chaotique. Accidents, dangers sur la route, etc., etc. En plus de ça, les routes sont mal entretenues et il y a beaucoup d'embouteillages. Autant vous dire qu'il n'y a que des problèmes sur la route. Et la circulation dans certains pays, c'est dangereux, hein. Ça me rappelle la première fois que je suis allé à Marrakech. Je ne vous dis pas. Et là-bas, t'as intérêt d'être à l'affût. C'est le bordel pour traverser la route. C'est une mission. Enfin bref. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à la France et qui est super bien et qu'on n'a pas dans d'autres pays, c'est le code de la route. Certes, il est chiant pour le passage du permis, mais concernant la sécurité, je pense qu'on est plutôt bien placé. Bref, pour en revenir, tout ça pour dire que beaucoup en Inde se déplacent en pouce-pouce. C'est un moyen plutôt efficace pour se déplacer assez rapidement et un peu plus en sécurité. Et bien justement, lors de son séjour en Inde, Jassi rencontre Mitu alors qu'il était sans doute chauffeur de pouce-pouce. Ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre, et par chance, ils se rendent compte qu'ils n'habitaient pas très loin. Ainsi donc, tout au long de son séjour en Inde, Jassi ne manqua pas de rendre fréquemment visite à Mitu afin de profiter un maximum de temps auprès de lui. Totalement amoureux, Jassi et Mitu décident de maintenir leur relation à distance. Jassi devait rentrer au Canada auprès de sa famille, donc forcément, ils allaient se retrouver à distance. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vécu une relation à distance ? Vous le savez, je suis un petit fourbe curieux et j'aimerais bien avoir vos avis concernant ce sujet. Est-ce que tout s'est bien déroulé? Et on veut des choses croustillantes dans les commentaires, on vous attend! Relation à distance, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? N'hésitez pas à commenter, je pense qu'on est tous curieux. Dans le cas de Jassi et Mitu, tout avait l'air de plutôt bien fonctionner. Il y avait toujours cette flamme en eux qui avait débuté en décembre 1994. Comme vous pouvez vous en douter, à cette époque, les moyens de correspondance n'étaient pas aussi accessibles que ceux de nos jours. On raconte qu'ils avaient échangé jusqu'à 200 lettres, et lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils se parlaient par téléphone. Cependant, Mitu ne parlait pas très bien anglais, et Jassi ne maîtrise pas entièrement le Punjabi, qui est le dialecte de leur région commune en Inde. Malgré ces difficultés et ces longues années de séparation physique, le couple a maintenu cette relation à distance pendant 4 ans. Les jeunes tourtereaux étaient toujours très amoureux, et ce, comme depuis leur premier jour. Ainsi donc, en 1999, Jassi se rend à nouveau en Inde, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par sa famille qui est déterminée à lui faire rencontrer son futur époux. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout de Mitu. En effet, la famille de Jassi avait totalement planifié son mariage. Il s'agissait d'un mariage arrangé, dans le but de la marier à un homme très riche et beaucoup plus vieux qu'elle. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'était pas le choix de Jassi. Elle n'avait en tête que le beau Mitu et ne voulait plus attendre de le retrouver. Malheureusement, le mariage arrangé perdure dans certaines traditions. Et bien qu'en Inde les mariages d'amour sont fortement encouragés et célébrés, certaines personnes demeurent contraintes à se soumettre à la volonté familiale. Ils sont obligés de s'unir avec une personne choisie par la famille, notamment en raison de son statut social. Concernant Jassi, elle n'avait pas partagé à sa famille cette heureuse rencontre qu'elle avait faite avec Mitu, puisqu'elle devait bien se douter que toute sa famille s'y opposerait, c'était sûr. Il en était hors de question pour sa famille d'accepter un homme qui n'avait pas un bon statut. Mitu faisait partie du même statut que sa mère, soit le statut Sidhu. Or, selon certaines traditions, l'union par le mariage entre deux personnes issues de la même hiérarchie est très mal vue par certains individus en Inde. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines familles cherchent à marier leur fille à un homme issu d'un clan supérieur. Dans le cas de Jassi, c'est principalement sa mère, Malkit Kaur Sidhu, et son oncle Surjit Singh Badesha qui étaient les cerveaux à l'origine de ce mariage organisé. Souvenez-vous que l'oncle de Jassi est un homme très riche. Donc même si l'identité que celui qui devait devenir son époux demeure inconnue, il est possible de croire qu'il s'agirait de l'un de ses contacts qu'il avait en Inde. Heureusement pour Jassi, ce n'étaient pas tous les membres de la famille qui voulaient la voir mariée forcée. Sa tante va lui apporter son aide et tant mieux. Elle voulait l'aider pour qu'elle puisse enfin vivre une vie épanouie avec l'homme qui a su conquérir son cœur. Lors d'un rassemblement familial, toujours en prévision du mariage à venir, Mitu a subtilement apporté des somnifères afin de les confier à la tante de Jassi. Le plan était que la tante de Jassi dissimule les somnifères dans les plats servis aux convives. Et ce plan a parfaitement fonctionné.
Au passage, on se croirait dans un film, hein. Et on se croirait dans Game of Thrones le truc. Plein de plans. C'est cousu. J'ai jamais vu de tel stratagème, et c'est quand même dingue d'en arriver jusque-là. Quelques heures après le repas, tous les invités ont rapidement senti une lourde fatigue, et ils se sont tous assoupis dans leur chambre. À environ 11 heures du soir, Mitou a pu se faufiler dans la demeure où se trouvait sa belle, pour la rejoindre dans sa chambre, ni vue ni connue. Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la tactique des somnifères est un peu sournoise. Mais en même temps, je me dis que je suis content que la tante ait pu l'aider. Sa tante était pleine d'empathie envers elle. Elle voulait absolument qu'elle se marie par amour. Et là, on parle de vrai amour. Pas de mariage forcé, d'amour forcé ou je ne sais pas quoi. Non, franchement, sa tante, c'était une bonne personne. Parce que j'imagine qu'après ça, elle s'est mis toute la famille à dos. La tante était sans doute consciente que toute tentative de raisonner le reste des membres de la famille était cause perdue. Elle ne voulait que le bonheur de Jassy et elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle mène une vie heureuse. Ici, quand on y pense, quand on se met à la place du couple Jassy-Mitou, ça devait être horrible à vivre, d'un point de vue psychologique. T'es amoureux d'une personne, t'essaies de faire les choses bien pour que tout fonctionne, mais à côté, il y a ta famille qui n'est pas du tout d'accord. Imaginez à quel point ça devait être horrible à vivre. Normalement, t'es censé avoir le soutien de ta famille, même si tes choix leur semblent un peu précipités ou autres. Ils sont censés t'accompagner et être bienveillants, mais en aucun cas étouffer ta vie et dicter tes choix. Franchement, je ne souhaite qu'aucun d'entre vous vive une telle situation. Enfin bref, reprenons. Concernant Jassy et Mitou, comme vous pouvez vous en douter, ils étaient en couple en secret. Personne n'était au courant à part la tante. Par la suite, le 15 mars de cette même année 1999, Jassy et Mitou se marient en secret dans une gourdouara. Il s'agit d'un lieu de culte et de cérémonie. Malheureusement pour eux, les mensonges, le fait de cacher cette union n'allait pas durer. Malgré leurs efforts à dissimuler leur union, ça allait forcément exploser. La famille de Jassy a été mise au courant de tout ça, et ce 1 an après leur mariage. Là, on va essayer de savoir comment tout ça a pu se produire. Et bien comme dans beaucoup d'endroits, les gens aiment beaucoup parler entre eux. Ça parle un petit peu à gauche, à droite, avec le voisin, etc. C'est bien connu, les gens aiment beaucoup parler, et surtout des autres, donc forcément, ça allait péter un jour. C'est donc de bouche à oreille que la famille de Jassy a été mise au courant de ce mariage secret. La nouvelle n'a pas du tout été appréciée, bien au contraire. La famille de Jassy, en colère, tente par tous les moyens de la dissuader de maintenir cette union avec Mitou. D'abord, pour la convaincre, ils offrent à Jassy plusieurs biens et un beau véhicule, et plein d'autres cadeaux. Mais comme on le dit, l'argent n'achète pas le bonheur, et encore moins l'amour. Même si on lui avait offert toutes les richesses du monde, Jassy tenait à préserver son mariage. Voyant que cette technique ne suffisait pas à la convaincre, Jassy commence à subir plusieurs violences physiques infligées par les membres de sa famille. Ils ont ensuite décidé de la ramener de force au Canada. Cependant, Jassy n'était pas prête à quitter de nouveau Mitou. Elle souhaitait rester en Inde auprès de lui. Sa famille demande donc à Jassy, avant d'entrer au Canada, de signer un document stipulant que Mitou obtiendrait les moyens nécessaires pour venir la rejoindre. Et aussi le droit de résider dans ce pays, le Canada. What ? Ça sentait la supercherie tout ça, ça sentait pas bon. La famille va tout faire pour séparer Jassy de celui qu'elle aime, jusqu'à lui imposer des violences physiques, et là tout d'un coup, comme si de rien n'était, tout est ok. Comme par hasard, ils décident que Mitou va venir au Canada et sera en plus aidé dans cette démarche. Bien sûr, tout ça était bien trop beau pour être vrai. La pauvre Jassy, épuisée et angoissée, va signer le document sans même le lire. Elle voulait que ce cauchemar se termine au plus vite. En réalité, le document ne prétendait aucunement à aider Mitou à immigrer au Canada. Le document comportait de fausses accusations criminelles portées contre lui. Plus précisément, ce document accusait Mitou de vouloir forcer un mariage entre lui et Jassy, contre la volonté de cette dernière. Qui plus est, ce document ainsi trafiqué par la famille de Jassy était rédigé en punjabi, qui, comme on le rappelle, était un langage que Jassy ne maîtrise pas très bien. Tout était calculé pour que la jeune femme tombe dans le piège avant de rentrer au Canada. Lorsqu'elle réalise cette tragique erreur, Jassy s'empresse de retourner en Inde afin d'aller porter plainte à la police tout en expliquant sa situation. Elle insistait sur le fait qu'elle a dû signer ce document sous la pression de ses parents, et en plus de ça, sans qu'elle n'ait pu le lire correctement. Elle explique que tout était en réalité un complot tissé par sa famille qui s'opposait radicalement à son union avec Mitou. Et elle insiste, elle voulait se marier avec Mitou par amour et de son plein gré. Et elle disait que toutes les accusations portées contre lui étaient fausses. Malheureusement, cette plainte ne suffira pas à Jassy de demeurer en Inde. Sa famille lui ordonne de rentrer directement au Canada pour la séparer définitivement de Mitou.
Une fois de retour au Canada, Jassy sera totalement séquestrée par sa famille. Mais à ce stade, on commence à comprendre la personnalité de la jeune femme. Elle ne voulait pas se laisser faire. Elle n'était pas du genre à se laisser contrôler. Il en était hors de question. Elle est déterminée à retrouver celui qu'elle aime. Son choix est fait. Elle décide de renoncer catégoriquement au mariage forcé et elle tourne le dos à sa famille qui s'est montrée manipulatrice et abusive. Voyons à présent comment se déroule la suite de l'histoire de cette jeune femme. Elle qui était fidèle à son époux et qui désirait juste connaître l'amour auprès de lui. Lors du printemps 2000, Jassy entreprend de contacter le département de la RCMP, le plus proche de sa résidence familiale. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros la RCMP, c'est la gendarmerie canadienne. Elle espère que les officiers pourront lui apporter l'aide nécessaire pour échapper à sa famille. Elle explique en détail qu'elle craint non seulement pour sa propre sécurité, mais également pour celle de son époux. Elle avait peur du comportement nocif des membres de sa famille. Heureusement pour elle, sa déclaration est immédiatement prise au sérieux par la gendarmerie. Très tôt, un officier de police se présente à la résidence dans laquelle Jassy était séquestrée afin de l'escorter en dehors de cette dernière en toute sécurité. Aussitôt libéré, l'un des proches amis de Jassy, dont l'identité est inconnue, lui donne quelque chose. Et cette chose, c'est un billet d'avion pour prendre le prochain vol vers l'Inde afin d'aller retrouver Mitou et fuir définitivement sa famille. Ainsi donc, Jassy arrive saine et sauve en Inde et très vite, elle est dans les bras de son mari. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, la famille de Jassy, alors toujours au Canada, a bien eu conscience de son départ en compagnie d'un officier de police. Et tous se doutaient bien qu'elle repartirait tôt en Inde afin de retrouver l'homme qu'elle aime. Tout ça a provoqué une colère énorme chez la famille de Jassy. Ils étaient bien déterminés à stopper le plus rapidement possible cette relation. Cette relation qu'ils jugeaient inadmissible. C'est fou de voir quand même à quel point ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. C'est quand même dingue de vouloir à tout prix dicter sa vie et de l'empêcher de vivre librement. Laissez-la choisir, sérieux, ça sert à quoi de faire tout ça? Je vous jure, je comprendrai jamais certaines personnes. Bref, si on récapitule, les beaux cadeaux, les violences physiques, le faux document que Jassy a dû signer contre son gré, son retour de force au Canada, sa séquestration, aucune de ces méthodes a su convaincre Jassy d'abandonner son mariage. Quelle solution serait donc la meilleure? Eh bien, après toutes ces tentatives, la famille avait une idée derrière la tête. Une idée des plus sombres qu'on va découvrir. Et je vous préviens, la suite risque d'être difficile à entendre. Accrochez-vous bien parce que la suite est triste et les faits sont vraiment choquants. Le 8 juin 2000, Jassy et Mitou, enfin réunis, décident de profiter du beau temps en faisant une agréable sortie en couple. À ce moment précis, ils se sont rendus à l'endroit convenu tous les deux en scooter. Après de longues heures passées ensemble, le couple décide de rentrer parce qu'il est déjà tard. Le temps est doux et la promenade est agréable. Le jeune couple profite de ce temps pour savourer leur retrouvaille tant attendue. Malheureusement, ce rendez-vous romantique prendra une tournure des plus tragiques. Soudainement, 4 inconnus sortis d'un véhicule blanc, tous armés de bâtons et de machettes, se précipitent sur Jassy et Mitou. Le couple était là en train de marcher tranquillement quand soudain les assaillants les prennent par surprise. Les malfrats se mettent à brutaliser sauvagement Jassy et Mitou. Ils leur affligent de violents coups sur l'ensemble de leur corps. Ils terminent le carnage en tranchant sauvagement la gorge de la pauvre Jassy avant de jeter son corps. Ils vont la jeter dans un canal situé à environ 45 km de la ville de Kaonk Kosa, dans la région du Pendjab. Mitou est laissé pour mort sur les lieux après avoir reçu un nombre incalculable de coups. Le corps de Jassy, quant à lui, est retrouvé dès le lendemain sur la berge d'un lac. Certaines sources disent que le corps de Jassy a été retrouvé 2 jours après l'agression. La dépouille de la pauvre femme a été retrouvée très vite, ce qui va faciliter son autopsie. On sait bien que parfois, lorsqu'un corps est trop fortement dégradé, ça peut donner du fil à retordre aux médecins légistes. Les autopsies ont révélé que les causes de son décès sont une perte de sang importante et des chocs sévères portés aux organes vitaux. Lors de son décès, elle était âgée de seulement 25 ans. Mesquina, seulement 25 ans. Vous imaginez 25 ans, ça fait vraiment de la peine. Par miracle, Mitou, bien qu'atrocement meurtri par cette agression, a su survivre à ses blessures. Il a été rapidement pris en charge à l'hôpital. Il était inconscient durant plusieurs semaines avant de finalement se réveiller. Après avoir repris conscience, Mitou est devenu aveugle pendant 1 mois avant de finalement retrouver la vue. À partir de ce moment, la famille de Mitou décide de ne pas lui dire la vérité pour le moment. Il était beaucoup trop vulnérable et lui annoncer la mort de sa femme, c'était beaucoup trop. Ils avaient peur qu'il ne puisse pas assumer le choc de cette tragique nouvelle. Ce n'est que 3 mois après les faits que Mitou a été mis au courant de cette déchirante vérité.
Alors qu'il est maintenant rescapé et conscient de la tournure des événements, MeToo s'empresse de décrire la scène du crime et les agressions que lui et sa défunte femme ont subies. Selon ses dires, Jassy aurait d'abord chuté du scooter alors que les inconnus se sont jetés sur elle. MeToo se serait alors précipité vers Jassy afin de la protéger contre ses assaillants tout en hurlant des cris de désespoir et de peur. MeToo a fait tout ce qu'il a pu pour défendre sa belle, et ce peu importe les coups qu'il recevait. Il a agi en héros. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était la sauver. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et ce qui est déchirant ici, c'est que lorsque MeToo subissait cette agression, on pouvait entendre Jassy hurler la phrase suivante. « Ne faites pas de mal à mon MeToo, ne le frappez pas !» Là, on peut imaginer leur détresse face à la violence de cette attaque. Ils ne pouvaient que désespérément implorer leurs agresseurs de les épargner, mais ils ne voulaient rien entendre. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était les tabasser jusqu'au sang. La question qu'on peut se poser ici, c'est qui étaient ces inconnus? Pourquoi ils ont attaqué avec une telle violence ce couple qui s'amusait innocemment alors qu'ils faisaient une balade en scooter? Eh bien, il s'avère que la mère et l'oncle de Jassy se trouvent derrière cette agression. Après que la police ait effectué quelques recherches, quant à certains appels téléphoniques effectués par ce duo meurtrier, il a été découvert qu'ils ont en effet commandité le meurtre de Jassy et de son époux. Ils ont contacté des connaissances en Inde dont les identités n'ont pas été révélées. Ces connaissances, vous l'aurez deviné, c'étaient les 4 assaillants de Jassy et MeToo. Selon la famille de Jassy, ces hommes étaient capables de réaliser cet acte ignoble pour une poignée de dollars. De plus, un total de 266 appels a été effectué par la mère et l'oncle de Jassy afin de contacter les 4 assassins chargés de tuer la pauvre Jassy et son époux. Maintenant, il est plus que temps de mettre en état d'arrestation cette mère indigne et cet oncle horrible. À la suite de cette tragédie, l'inspecteur indien Swaran Singh entreprend de rapidement faire arrêter les 4 agresseurs, les 4 responsables de la mort de Jassy et des nombreux traumatismes physiques et mentaux de MeToo. Par la suite, des démarches sont entreprises afin de faire extradier Malkiat Sidhu, la mère de Jassy, et son oncle, Surjit Badesha, afin qu'ils puissent subir un procès en Inde. Malheureusement, on ne peut pas effectuer ce processus en un claquement de doigts. La justice canadienne doit d'abord effectuer de nombreuses démarches légales. Il a donc fallu attendre jusqu'au 6 janvier 2012 afin que les enquêteurs puissent enfin mener correctement l'investigation liée à ce meurtre et à cette tentative de meurtre. Le 9 mai 2014, la Cour suprême de la Colombie-Britannique prend ce procès très au sérieux. Le juge canadien Gregory Flinch ordonne que la mère et l'oncle de Jassy soient bel et bien obligés de rentrer en Inde afin de faire face à la justice indienne. Il a jugé les preuves portées contre eux suffisantes pour qu'ils subissent un procès en bonne et due forme. En ce qui concerne l'extradition de la mère et l'oncle de Jassy, il a malheureusement fallu attendre jusqu'en janvier 2019 avant qu'il soit décidé qu'ils devraient effectivement subir leur procès en Inde, et ce malgré la décision du juge Finch. Autant vous dire que c'était le bordel pour en arriver à ce fameux procès. Mais on arrive enfin à voir le bout du tunnel. Ou pas. Je dis ou pas parce que vous allez voir, c'est un sketch. La mère de Jassy et l'oncle se retrouvent finalement face à la justice le 25 janvier 2019, dans la cour de Malerkotla au Pendjab en Inde. Ils sont dès leur entrée escortés par la police, tous deux portant des sacs sur la tête. Cependant, ce ne sont pas que Malkiat et Surjit qui feront face à la justice indienne. Si on revient en 2004, MeToo a également comparu devant la justice, à la suite d'accusations de viol portées contre lui. C'est seulement après 4 ans d'incarcération que la justice indienne s'est rendue compte que c'était que des mensonges. Cette histoire de viol était une supercherie. La femme qui avait porté ces accusations contre lui mentait à ce sujet. Elle était en contact avec la mère et l'oncle de Jassy. Ce pauvre MeToo. Non seulement il se fait agresser sauvagement en même temps que son épouse, qui a trouvé la mort suite à cet événement, mais en plus de ça, il doit se défendre contre des atrocités qu'il n'a jamais commises. Honnêtement, j'admire la force de cet homme, parce que tous ces événements, ça a dû être terrible à vivre. Je pense que la moitié d'entre nous, sérieux, on aurait fait une crise cardiaque. Comment tu peux subir tout ça, sérieux? Je vais être vulgaire, mais l'histoire, c'est un putain de bourbier. Il voulait juste vivre librement, être amoureux, et t'as tout ça qui se produit. Bref, le procès de la mère et l'oncle de Jassy est très long, et encore à ce jour, aucune décision n'a été prise quant à la sentence qu'ils devront assumer. Ils sont encore à ce jour en liberté en attente de verdict. Ils sont en Inde librement alors qu'ils ont tué quelqu'un. Ok, lors du procès, de nombreux potentiels complices ont été interpellés, mais ça ne donnera rien de bien concluant. L'une des collègues de Jassy, qui travaillait auprès d'elle dans un salon de beauté, rapporte aussi que Jassy lui aurait fait des confidences inquiétantes.
quant au fait que sa famille s'opposait fortement à son mariage avec MeToo. Elle disait qu'elle avait été élevée dans une famille qui devait tout décider pour elle, jusqu'à contrôler ses moindres sorties et lui interdisant d'aller danser et de faire la fête. Selon ce témoignage, Jassy semblait déjà visiblement inquiète, comme si elle devait se protéger et protéger son époux contre sa famille. Aujourd'hui, l'oncle et la mère sont en liberté. La justice n'a toujours pas fait son travail. Ce couple voulait simplement vivre leur amour, fonder une famille, vivre heureux, mais leur destin est brisé. Ainsi se termine l'affaire Jassy Sidhu. Et encore une fois, on fait face à une affaire qui déchire le cœur. Un couple qui voulait qu'une seule chose, se marier librement, vivre librement, mais rien ne va se passer comme prévu. C'est là qu'on voit à quel point la culture peut prendre une place énorme. Les parents, l'oncle, qui feront tout leur possible pour qu'elle se plie à leur choix. Ils vont préférer la tuer que de la laisser vivre sa vie. Voyez à quel point c'est de la pure folie. Et ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est la justice. La justice qui ne fait pas son travail, bordel. Ceux qui ont commandité ce meurtre sont libres aujourd'hui. Comment tu peux expliquer ça, sérieux? Ils ont du sang sur les mains, mais ils sont là tranquilles à vivre leur vie, comme si rien ne s'était passé. Aucune justice n'a été faite à l'heure actuelle. J'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. J'aimerais aussi savoir si les crimes d'honneur en Inde vous intéressent, parce que j'ai beaucoup de sujets sur ce pays. C'est un phénomène qui malheureusement est beaucoup trop présent en Inde, et c'est triste à voir. Concernant Jassy Sidhu, qu'elle puisse reposer en paix. Perdre la vie à 25 ans, bordel. Je sais même pas quoi dire. Je vais vous laisser tranquillement parce que je risque d'insulter son oncle et sa mère. Et ça risque d'être pas très beau à entendre, pas très beau à voir, quoi. Sérieusement, j'espère qu'ils vont vite être enfermés. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Bande de... Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Ouais, il est temps pour moi de vous laisser, mes amis, sinon je vais partir en cacahuète. Cacahuète. Merci à vous encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux et de m'apporter toute cette force. Si aujourd'hui je peux parler de sujets qui me tiennent autant à cœur et qui sont super importants, n'oubliez pas que c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté qu'on a construit ensemble. Et ça franchement j'en suis très fier. On a construit un putain de navire où on est tous en train de voyager ensemble. Ce que tu lancerais des petites métaphores, Mogo? Laissez-moi être un petit poète de temps en temps. Ouais, poète du dimanche, ouais, poète en carton. Poète. Sur ce, bande de fourbes, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.